Salut, c'est Anthony et bienvenue sur ce premier épisode du nouveau podcast car oui, après quelques années d'arrêt, je vais me remettre à faire du contenu sur la magie et donc vraiment l'objectif c'est de parler de la magie de manière générale sur plein d'aspects, sur plein de sujets et je vais le faire tout seul ou accompagné d'invités. L'objectif c'est que vous puissiez en retirer plein de choses pour la suite de votre parcours magique. Un point important c'est que ces épisodes sont disponibles à la fois sur YouTube en version filmée mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Un point important, c'est que c'est le début, donc bien évidemment, je vais avoir besoin de vos retours pour pouvoir améliorer ça au fur et à mesure. Et je vais aussi avoir besoin de vos retours concernant les sujets qui ont été évoqués et ce que vous avez pu en ressortir des différents épisodes. Dans cet épisode, par exemple, on va parler de la magie des élastiques, donc j'aimerais bien avoir vos retours sur la magie des élastiques. Et donc, dites-moi en commentaire si vous utilisez la magie des élastiques ou pas et pourquoi, et également ce que vous avez appris au travers de cet épisode. Donc cet épisode, je vais le faire avec Dr Cyril Thomas, qui est un magicien français et qui est spécialiste, on va dire, qui s'intéresse beaucoup à la magie des élastiques. Et dans cet épisode, on va voir sa vision de la magie, pourquoi il aime la magie des élastiques et ce que cet objet anodin qu'on a tous permet de faire en magie, les fonctions qu'il a. On verra également quels élastiques utiliser, également quelles couleurs utiliser. Bref, vous allez voir tout ça dans cet épisode. Et donc, bien évidemment, je vais commencer par la question classique. C'est tout simplement, je lui ai demandé de se présenter pour les personnes qui ne le connaissent pas. Alors, je vous dis bon visionnage, bonne écoute si vous êtes sur la plateforme de podcast et à très vite pour un nouvel épisode. Salut Cyril, merci du coup pour ce podcast. Je vais commencer le podcast rapidement par la question classique. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Ok, salut Anthony, merci déjà pour cette invitation. Donc je m'appelle Cyril Thomas. Mon pseudo c'est docteur Cyril Thomas parce que du coup je suis docteur en psychologie à Besançon. Et donc moi je suis créateur de tours de magie particulièrement avec des élastiques. Donc c'est vraiment mon domaine d'expertise. Élastique carte. Donc je suis surtout connu, alors j'ai l'impression un peu moins en France, donc c'est bien qu'on fasse ce type de podcast aussi. Je suis surtout connu sur le site pingouinmagique.com et c'est surtout là que j'ai produit pas mal de mes effets. Et voilà, globalement, ça va faire à peu près 5 ans, je pense, que je suis vraiment dans la création et dans la magie, ça doit faire une vingtaine d'années, un peu plus peut-être. À la base, j'étais plus sur les cartes et petit à petit, les élastiques sont venus au premier plan. Donc voilà. J'allais poser la question un peu plus tard pour savoir quel était le cheminement, mais juste Ouais. rapidement aussi. Donc là, tu as dit un petit peu, enfin, tu t'es présenté, mais ton parcours en magie, enfin, comment tu as découvert Alors, quand j'étais tout petit, je devais avoir 7-8 ans, je ne sais plus trop à l'époque, je pense que tu as connu aussi, sans dire que tu es trop vieux, hein, les J'aime la magie de Sylvain Mirouf, tu sais, ça sortait, je sais plus, c'était toutes les 2 semaines ou tous les je mois, sais plus, mais enfin, j'aime la magie, ouais, c'était en cassette, ça. en VHS à la base, et après il y avait des DVD, je pense, et tu avais toujours un petit gimmick avec, donc ça c'était génial. Je crois que c'était tous les mois ou toutes les 2 semaines, je sais plus, j'attendais avec impatience mon J'aime la magie, mais j'étais pas vraiment encore à fond dans la magie. C'est-à-dire que je découvrais le truc, tu vois, j'avais ma petite boîte de Dynamic Coins et ce genre de trucs, j'avais un jeu radio, bon voilà, j'avais quelques petits trucs. Et en gros, j'ai lâché de mes 12 ans à mes 18 ans. Et à mes 18 ans, quand je suis arrivé en fac de psycho, alors je suis pas le meilleur des exemples, hein, mais je m'en suis bien sorti finalement. J'ai rencontré Raphaël, qui est la personne derrière la caméra sur tous mes projets. En fait, c'est mon meilleur pote qui est magicien aussi. Et un jour, j'avais vu une vieille vidéo sur un site qui s'appelait abruti.com. Alors, le site, c'est tout pourri, mais en fait, tu pouvais jouer à plein de jeux gratuitement, des jeux flash. Et il y avait des vidéos complètement dingues. Et il y avait une vidéo de ce mec qui manipulait ses cartes, qui faisait de la carte district, comme on disait à l'époque. Et je trouvais ça complètement fou. Je me dis, mais si j'arrive à maîtriser ça, c'est le truc le plus cool qu'on puisse faire à 18 ans, tu vois. Donc, j'ai acheté un paquet de cartes, un vieux paquet de cartes, tu sais, genre du tout collant du PMU, là. Et j'ai commencé à manipuler les cartes. Et mon meilleur pote m'a vu manipuler. Il m'a dit, putain, c'était juste une coupe Charlier, je sais plus quoi. Il m'a dit, viens, on s'y met. Et on s'y est mis ensemble. Et après jour, en fait, on avait toujours un nouveau tour à se montrer. Donc on s'est un peu auto-formé. C'est-à-dire qu'on regardait les vidéos, on n'avait pas assez pour payer les tours. Donc on essayait de comprendre les secrets, puis on créait nos propres techniques derrière. Et le but, c'était chaque jour à la fac d'arriver avec un nouveau truc pour impressionner son pote. Une sorte de compétition amicale, quoi. Ben, Voilà l'histoire de oui, base. c'est un peu. Moi, j'avais pas. Enfin, j'avais aussi une autre personne dans ma classe, du coup, qui m'a fait aussi un peu progresser parce que, en fait, tu as la recherche, donc forcément, ben, ça te permet d'avancer.
Et après, sans Mm. doute que vous présentiez peut-être pas tous les deux, mais aussi à des gens de la fac, je sais pas. Et ça aussi, ça fait progresser parce que tu as t'as un public pour tester et qui est au même niveau Ouais. que toi, entre guillemets, donc il n'y a pas les filtres qu'il peut y avoir avec des inconnus. Ah, c'est clair. Bah, au début, on était un peu timide et petit à petit, on faisait des tours à nos copains et tout à la fac, mais globalement, c'était plus entre nous. Vraiment, on testait sur l'autre. Et en fait, je me souviens, c'est marrant de revenir là-dessus, c'est le regard que tu as au tout début quand tu fais de la magie sur des effets qui après te font presque plus rien. Et je pense que c'est bien de ne pas oublier ce que ça te faisait à toi en tant que spectateur au début. Tu vois, genre, la première fois que j'ai vu un changement de couleur de dos d'une carte en bleu en rouge, c'était un tour qui s'appelait Nemesis sur Pingouin Magique, justement. Mais pour moi, c'était un changement de couleur de carte, c'était absolument magnifique, c'était incroyable, c'était le summum de l'impossible, c'est le truc qu'il fallait que je sache faire. Et maintenant, je vois des changements de couleur, je trouve ça beau, mais c'est plus comme avant. Et je pense qu'il faut se souvenir qu'en fait, dans l'esprit des gens, bah, c'est comme toi au début, quand tu avais ce truc-là, c'est pas parce que toi tu l'as pu que les spectateurs l'ont pu. Tu vois, on fait beaucoup de magie pour les magiciens, mais il faut pas oublier ce que ça faisait au début. Et on a souvent tendance à l'oublier, quoi. Non, ça oui, c'est hyper important parce que ben, plus on avance, on a l'impression que même les choses compliquées, on a un autre regard du coup de magicien, effectivement. Ouais, Et on va pas faire des tours simples qui sont en plus souvent bien efficaces parce que ben, ils sont épurés et il y a juste ce qu'il faut, il y en a pas trop quoi. Donc ouais, faut faire attention exactement. faut faire attention à ça. Et du coup, tu as parlé du côté voilà de alors tu t'en as parlé un petit peu mais de ton je sais pas si on l'a fait avant enregistrer ou pas, mais ton métier actuel, Ouais. est-ce que tu peux en parler? Est-ce que ça a une incidence sur la magie que tu fais ou pas? Ouais, alors, en fait, les deux ont une incidence sur les deux. Donc, moi, je suis maître de conférence en psychologie. En gros, j'ai fait toutes mes études en psycho, j'ai fait licence, master, après un doctorat, d'où le titre de docteur. Donc, j'ai fait en tout 8 ans de psycho. Et maintenant, je suis enseignant-chercheur à la fac de psychologie de Besançon. Donc, j'étais à Paris juste avant. Donc, je donne des cours de psycho, mais surtout, je fais des recherches en psychologie. Et moi, j'essaie de comprendre comment fonctionnent ben, nos processus cognitifs, c'est-à-dire tout ce qui est raisonnement, perception, attention. Et particulièrement, moi, je travaille sur tout ce qui est biais cognitif, c'est-à-dire les erreurs de perception, les erreurs de prise de décision, les erreurs de raisonnement. Donc, ça, c'est la base. En gros, comment on peut tromper l'esprit. Et mon outil privilégié pour étudier ça, c'est la magie, justement. C'est-à-dire qu'en gros, j'essaie de prendre des tours de magie qui sont très connus. Donc, je spoil rien de particulier, hein, ce sont des trucs que tu trouves facilement sur YouTube. Et je me dis, mais finalement, pourquoi ce tour de magie fonctionne si bien? Sur quoi il repose? Et comment on peut un peu le faire varier pour qu'il fonctionne encore mieux? L'objectif, c'est pas tant que le tour fonctionne mieux pour les magiciens, mais c'est surtout de se dire, mais qu'est-ce qui, dans ce tour, fait que ça marche si bien pour tromper l'esprit? Quelle est la clé pour tromper l'esprit humain? Et du coup, peut-être après, quelle est la clé pour moins se faire tromper? Et donc, globalement, la magie, c'est mon outil pour la magie, pour la création aussi, mais aussi dans mon domaine de recherche. C'est vraiment un outil expérimental pour révéler nos failles, nos limites, et pour essayer de voir comment on peut dépasser ces limites ou les renforcer aussi suivant le point de vue. Donc Non, ouais, non, mais c'est intéressant. Après, moi, c'est des choses que j'aborde aussi, mais du coup, j'ai pas fait ces recherches-là que toi tu as, donc on va dire tu as ce côté-là, mais aux personnes de bien comprendre, enfin, selon moi, et je pense que tu reviendras aussi pareil, mais savoir où se situe la magie et pourquoi le tour fonctionne. Et c'est pas, voilà, j'ai fait telle technique ou pas, c'est en fait que de la psychologie, de la perception de la personne qui regarde, et donc le travail, c'est ça qu'il faut faire en fait. Quelle va être la perception qu'on veut que les spectateurs aient, donc là, du coup, toi, ouais. t'as de quoi. Surtout en tant que magicien, on a beaucoup de croyances en fait. On est persuadé qu'il faut faire ça et ça et ça et ça pour que ça marche mieux. Combien de fois des magiciens te disent non, il faut mieux que tu fasses ça que ça, comme si c'était une sorte de, alors pas de culte, mais il y a vraiment des croyances de longue date sur un faux dépôt qu'il faut faire comme ça, sur le fait qu'il vaut mieux pas faire tel ou tel geste, peut-être pas faire de carte distrait avant, parce que les gens vont se dire que tout est de la manipulation. Plein de croyances comme ça où on se dit, mais finalement, c'est des choses qui sont écrites dans des bouquins, certainement, hein, d'autres magiciens, qui en ont lu avant et qui se transmettent de génération en génération. En fait, on finit par avoir des croyances qui sont comme des dogmes, où on se dit, mais en gros, pour faire ce tour, il faut absolument faire ça, respecter ça. Alors qu'en fait, ça se trouve, ces règles, il y en a plein qui servent à rien. Et qu'en fait, des fois, la simplicité de certains trucs fonctionne. Tu vois, comme combien de gens s'embêtent à réussir un forçage classique parfaitement. Alors, c'est super hein, quand on le fait, on est fier de nous parce qu'on se dit, waouh, j'ai vraiment réussi à faire ce qu'il fallait et j'ai vraiment influencé comme il fallait.
la prise de la carte, mais au final, si un forçage en croix marche pareil sur les spectateurs, entre guillemets, pourquoi s'embêter sur le rapport coût-bénéfice? On n'y gagne pas en tant que magicien, tu vois. Autant faire des choses qui sont économiques pour nous, qui ont un 100% de réussite. Après, la prise de risque, c'est bénéfique pour nous, mais pas forcément pour le spectateur, quoi. Et tu vois, il y avait un article qui était sorti il y a 8 ans, je crois, qui testait justement différentes techniques de forçage et qui montrait qu'en fait, quasiment quelle que soit la technique de forçage, pour les spectateurs, c'est à peu près la même chose en termes de sentiment de liberté. Et même forcer une carte parmi 4 plutôt qu'une carte parmi 52, c'est quasiment pareil aussi pour les gens, en fait. Même si c'est pas tout à fait rationnel, hein, on pourrait se dire que c'est plus dur de forcer une sur 52, mais en fait, une sur 4, pour les gens, c'est déjà assez magique pour atteindre un effet plafond de waouh, c'est impossible, quoi. On est d'accord. On est d'accord. De toute façon, c'est le spectateur, il sait pas où on va, c'est rien en fait. Et il faut enlever ces croyances-là en se disant, ben, le spectateur est aussi éduqué que nous parce que nous, ça nous paraît normal. Mais oui, par Ouais. rapport au forçage, c'est intéressant. Après, je vais nuancer juste un truc, c'est que il faut quand même travailler les forçages, les techniques, parce que il va y avoir toujours un pourcentage des spectateurs qui va te dire, voilà, je veux vraiment prendre celle que je veux, et il va falloir aller un peu plus, un degré plus élevé dans le forçage et la perception qu'il va avoir, parce que ça, pour cette personne-là, ça va être vraiment libre. Et donc, il y a juste ça quand même qu'il faut prendre en compte. Oui, tu as raison. T'auras toujours la personne qui est chiante, ouais, ouais, qui te dit vas-y, retourne-toi, je mélange ton jeu et je choisis une carte. Non, voilà, C'est vrai que. c'est pour ça que moi j'ai l'habitude de le dire, et enfin j'en parle aussi dans le cercle, c'est que la technique en soi, enfin, c'est pas forcément très important. Alors c'est important, il y a une partie, et il faut quand même la maîtriser, mais ça veut pas dire que tu vas l'utiliser. Mais en fait, et même sur la structure et la perception des spectateurs, même si, après c'est un choix, mais s'il y a que 10% des spectateurs qui vont se poser les questions parce qu'ils vont réfléchir d'une autre façon, quelqu'un qui voilà, veut essayer d'avoir aussi ces spectateurs-là va devoir aussi faire un travail. C'est vrai que pour la majorité des gens, bah, tu peux faire des choses assez simples et l'impact est là, quoi. Donc, Mm. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Non, non, mais oui, t'as toujours les 10-15% qui. Mais en fait, c'est souvent des 10-15%, t'auras beau faire ce que tu veux, ça ne changera pas grand-chose de toute manière, hein. Vraiment, je parle des extrêmes qui sont ceux qui vont dire, mais de toute manière, je suis contre le magicien, tu vois. En fait, moi, je pars du principe aussi que il y a différents types de spectateurs. Il y a des spectateurs qui aiment être impressionnés. Il y a des spectateurs qui aiment jouer le jeu. Il y a des spectateurs qui veulent pas jouer le jeu. Et je vais peut-être être super dur et plein de magiciens essaient de trouver des solutions pour ces gens-là. De se dire, mais en fait, il faut les mettre dans son camp, il faut les faire participer avec nous, comme ça, ils se narcissisent et tout. Moi, je vais être d'une école vraiment assez extrême en disant, mais en fait, ces gens-là, s'ils n'ont pas envie d'être là, ils n'ont pas envie d'être là. C'est comme si tu me disais, tu vois, il y a Jurassic Park au cinéma, il y a plein de gens, ils voulaient pas aller le voir, bah, ils ont loupé le coup, c'est pas grave. Mais je vais pas les forcer à aller dans la salle parce que j'ai envie qu'ils fassent partie de mon public, tu vois. Mais ça, c'est mon propre point de vue. Et je comprends qu'il y a des gens qui n'aient pas ce point de vue-là, quoi. non, non, après, ça se Mais comprend aussi. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que oui, il y en a, peu importe, ils vont toujours trouver quelque chose. Mais il y a aussi le côté, quelqu'un qui, on va dire, plus va être dans le défi, c'est de comprendre, hmm, enfin, juste en discutant, de savoir qu'est-ce qui pour lui est fort. Et en fonction de ce qui va te ouais, répondre, tu vas le garder dans ta tête. Bon, après, il faut avoir la gymnastique et tu vas te dire, mais du coup, je vais faire cet effet-là ou le laisser faire. Par exemple, quand un forçage et qui te dit, oui, moi je veux le jeu et je veux prendre la carte moi-même, mais tu lui laisses et tu vas aller sur autre chose pour pouvoir. ouais. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y en a. S'ils veulent pas voir de magie, de toute façon, ça sert à rien de les forcer. Ah ouais, c'est clair. Mais on a tous connu des gens comme ça. Et- Après, le truc, c'est si cette personne est obligée de rester à la table, comment tu la maîtrises, quoi? Comment tu maîtrises le fait qu'elle va mettre une ambiance négative parmi les autres? Ouais, ça, je suis d'accord. Si elle est obligée de rester à la table parce que voilà, tu fais du table en table et il y a cette personne hyper chiante, il faut bien trouver des techniques pour, et entre guillemets. c'est là qu'il faut Ouais. le mettre en valeur et que ce soit lui qui fasse le tour C'est pour se ça, ouais, décoincer et exact. qu'en fait il va devenir ton meilleur ami et c'est lui qui va dire ah mais donc voilà il faut quand C'est même énorme en vrai. Mais oui, c'est ça. donc Eh oui. donc ouais, ouais non mais c'est important. Je te disais juste avant de commencer parce que tu parlais du coup de la psychologie Mm. et tout que tu me faisais penser à Luc Langevin Salut, parce Claude. que lui il parle aussi dans les spectacles avec la physique et compagnie. Et tu me disais que du coup, t'aimais bien Luc Langevin.
Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, bah, je l'avais connu à la télé à l'époque. Tu sais, il passait sur quelle, je sais même plus sur quelle chaîne à l'époque, mais j'ai trouvé son approche géniale et je trouve c'est, il y a des magiciens qui sont très bons, hein, mais qui sont bons, tu le sens même au niveau enfin, au niveau du cœur, tu vois. C'est des magiciens qui aiment partager, qui sont très souriants, qui sont très positifs en fait. Et il y a d'autres magiciens un peu plus sombres. Bon, j'aime bien aussi, hein, d'ailleurs, je suis pas contre. C'est une autre ambiance. Mais lui, je trouve qu'il a vraiment un côté, je sais pas, ultra solaire. Ouais. Et, et ça change, et c'est rare de voir un magicien aussi qui donne autant plutôt que reprendre, parce qu'on a souvent, tu vois, alors soit le côté un peu dark, soit le côté le magicien qui met un peu au défi ou autre. Et lui, t'as l'impression que c'est vraiment que du partage. Et, je sais pas, il y a un truc chez lui que je trouve très pur en fait, et très, très bah, solaire. Ouais, je trouve pas d'autres mots en fait. Il donne le smile et vraiment ça c'est. Il y en a pas tant que ça, je trouve, qui sont à ce point-là gentils et bons dans ce qu'ils partagent quoi. Donc avec des bonnes intentions, c'est ouais. Sans le côté égoïste qu'on peut retrouver parfois chez certaines autres personnes, mais ouais. Ouais, les Il y a... personnalités, ouais. Mm. En vrai, j'ai rien contre les magiciens parce que j'en côtoie beaucoup et je suis moi-même magicien, mais je crois qu'à force d'avoir traîné avec pas mal de magiciens et en avoir étudié quelques-uns, on se rend vraiment compte qu'il y a différents types de magiciens. Et il y a vraiment certains types, mais c'est comme chez les personnes en général, mais il y a vraiment des types de personnalités de magiciens qui sont très dans la mise au défi, le truc de je maîtrise un truc que tu maîtrises pas. Et même que je vois sur certains réseaux sociaux ou autres, et je me dis, ça non, par contre, je crois pas que ce soit l'objectif à la base quand on apprend la magie. À la base, on est tous, comme tu dis, on est tous des spectateurs de base, et quand on apprend la magie, on est comme des gosses, quoi. Et à un moment donné où certaines personnes prennent le truc comme si c'était un pouvoir, et des fois je me dis, mais les gars, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes super à personne parce que vous arrivez à prendre deux cartes en même temps et à faire croire qu'il n'y en a qu'une, quoi. C'est- genre, ça, c'est mon super pouvoir, waouh. Alors, j'ai une Donc, théorie, pseudo-théorie vas-y. par rapport à ça. Après, j'en ai déjà parlé, mais pour moi, en fait, l'intérêt que va avoir la personne à la magie, donc, c'est qu'elle a vu forcément, de manière générale, un tour, et elle va Ouais, avoir une approche différente sur ce qu'elle va vivre. Soit c'est quelque chose qui va l'intriguer, elle va savoir comment ça marche, elle va regarder, et le mécanisme et le fait que ça fonctionne, comment ça fonctionne, ça va l'intéresser. Soit la ouais, personne va voir quelque chose et va être frustrée en se disant mais je sais pas comment ça marche, ou alors même en plus le voir en live et va se sentir du coup inférieur au magicien et va du coup vouloir apprendre pour elle être supérieure aux autres et ouais, savoir les ouais. choses. Et Et ouais, du coup ouais, je derrière suis en d'accord. fait ça va se ressentir sur le reste du parcours. Après voilà, c'était ma théorie, mais je sais pas si c'est ça, mais Mais alors, mais j'adore cette théorie. Moi, je suis persuadé que les magiciens qui sont le plus comme ça, tu sais, ces magiciens un peu détestables qui disent moi je, bah non, je t'apprends pas, et voilà. Même dans les cercles, tu vois, alors, j'en ai pas côtoyé beaucoup de cercles d'ailleurs, mais quand j'étais à Londres, j'avais la chance d'avoir une sorte de parrain qui me permettait pardon, d'entrer dans le cercle. Et t'avais toujours les gens d'un côté hyper bienveillants, qui, qui voulaient vraiment partager, puis qui étaient toujours là à mettre tout le monde en valeur. Et puis les autres qui étaient un peu dans leur coin en mode tiens, tu veux que je t'impressionne? Ils disaient, mais non, en fait, enfin, partageons, tu vois, plutôt. Et en fait, ces gars-là, je suis d'accord avec toi, moi je suis persuadé que bah, à la base, ils manquent terriblement de confiance en eux, et il y a vraiment il y a un petit truc à, à combler, effectivement, peut-être une sorte de complexe d'infériorité, ou je sais pas d'où ça vient, mais enfin, en tout cas, il y a une faille narcissique. Alors, je pense que tous les magiciens ont un petit problème narcissique. C'est pas un gros problème, tu vois, mais il y a un truc au niveau narcissique être narcissique, c'est pas négatif si c'est pas trop, je veux dire, évidemment, mais le besoin d'être admiré et ce genre de choses, c'est ce qui fait beaucoup d'artistes, hein, je dis pas le contraire. Et à un moment donné, ça serait presque étonnant d'avoir autant cette mise en valeur de notre art, qui est quand même bien particulier. Enfin, ce côté, même si tout le monde sait qu'on n'a pas de pouvoir, il y a quand même un truc qui forcément fait qu'on est impressionnant, et donc forcément ça touche le narcissisme. Mais je crois qu'il faut trouver l'entre-deux, quoi. Le truc du je suis content qu'on m'apporte un peu d'admiration, comme c'est d'ailleurs le cas dans plein d'arts, mais sans que ce soit que pour moi, quoi. Je pense qu'il faut trouver le partage. Mais il faut être honnête, on aime bien que les gens se disent ouais, il fait un truc qui est un petit peu hors du commun, quoi. Ça fait plaisir, c'est sûr. après oui, de toute façon, il y a toujours un pourcentage, que ce soit l'ego ou il y en a toujours, mais après c'est au niveau du pourcentage, mais Ouais, c'est sûr. Après, je vais pas dire, enfin, quand tu parles de confiance en eux, c'est plus sentiment d'infériorité parce que et je trouvais que c'est,
enfin, en réfléchissant, c'est juste que parce que Jean-Jacques Sanvert parlait du fait des timides, par exemple, ou entre guillemets, pouvaient se mettre à la magie. Bon, après, il y a tout ça dans les artistes, mais Oui, le fait voilà, d'être vu et de se mettre en avant inconsciemment peut-être, et je trouvais ça pas bête. Enfin, moi, c'est mon cas, donc, mais je sais pas si c'est vraiment ça ou pas, mais c'est vrai que ça non, aide. mais si, ils ont fait pas mal d'études justement sur l'apport de la magie chez les enfants notamment, mais pas que. Ils ont fait ça notamment chez des enfants qui souffraient d'hémiplégie, donc qui avaient une moitié entre guillemets paralysée ou en tout cas bien altérée. Et ils se rendaient compte qu'en fait, ben, leur entraînement quotidien, surtout des entraînements sur des gestes qui sont très fins, c'est des entraînements qui sont durs, qui sont chiants, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'à travers certains tours de magie, tu pouvais faire travailler les mêmes types de mouvements qui sont très fins, mais pour le tour de magie. Et ben du coup, les gamins, ils étaient vachement plus motivés à apprendre. Et en fait, sans s'en rendre compte, ils faisaient les entraînements qui leur permettaient de progresser d'un point de vue psychomoteur et aussi musculaire. Donc en fait, de faire les entraînements super chiants, mais grâce à des tours de magie, grâce à l'entraînement magique, de les faire sans même se rendre compte qu'ils sont chiants, quoi. Et même en fait, ils se rendaient compte que les gamins, après ça, bah, en fait, ils faisaient les entraînements beaucoup plus souvent que nécessaire, donc tant mieux pour eux, hein, grâce à ça. Et en fait, ils se rendaient compte que ça boostait ça, que ça boostait, en plus de ça, leur confiance en eux, bah, le fait de se dire, finalement, je peux faire des choses, plein de choses que je peux plus faire, entre guillemets, ou que je peux pas faire, mais il y a plein de choses aussi que je peux faire que d'autres ne font pas. Et entre guillemets, bah, ça me permet de me sentir un peu plus peut-être admiré ou d'avoir un peu plus confiance en moi. Et ils se rendaient compte que ça boostait aussi leur créativité. Parce que la magie, ça fait penser hors de la boîte, ça fait réfléchir autrement. Et du coup, la magie, en fait, c'est un très bon outil thérapeutique aussi. Pas que pour les personnes timides, mais notamment, ça peut être le cas, effectivement, mais aussi pour des personnes qui ont d'autres problématiques, notamment psychomotrices ou autres, quoi. Ça, Ouais. c'est cool. Mais j'en parlais, enfin, j'ai fait un podcast avec Jonathan Bargan qui avait mis quelque chose en place pour, alors je crois que c'était Parkinson, et Ouais, voilà, et dans les hôpitaux aussi par rapport à tout ça, et l'utilisation de la magie, voilà, ce que pouvait apporter. Et c'est vachement intéressant parce que je me suis rendu compte, moi, enfin, je m'en rends compte parce que je discute un petit peu le fait d'avoir commercialisé des tours ou avec le cercle, et des gens qui se mettent à la magie, ou alors ensuite se remettent à la magie parce qu'il y a un problème de santé ou quelque chose. Et je sais ouais, pas, c'est vrai. c'est assez récurrent, c'est assez bizarre d'ailleurs. Donc, Bah, d'ailleurs, je rebondis là-dessus. J'ai quelqu'un que je suivais sur Instagram, un magicien, peu importe son nom d'ailleurs, mais qui avait eu des problèmes de santé qui avaient touché justement sa motricité fine, surtout au niveau des mains. Et en fait, d'ailleurs, là, j'en connais un autre qui a des gros soucis, mais c'est embêtant. Un magicien japonais qui s'appelle, alors je ne sais pas prononcer son nom, c'est Shiverster, qui a sorti un projet d'élastique qui est super bien et qui s'est bien abîmé la main là récemment. En gros, il y avait un drone, je pense qu'il manipule des drones aussi. Et c'est un gros drone, et en gros, sa main a tapé l'hélice supérieure. Donc les tendons et tout, ça va être compliqué. Bref, et donc c'était un autre magicien qui avait des gros soucis au niveau de sa main et qui s'était mis au projet d'élastique justement. Et moi, j'ai pas mal de projets d'élastique où il faut faire beaucoup travailler ce muscle-là en particulier, où il faut pincer 50 fois les trucs. T'es en mode Spider-Man derrière ta main, bref. Et même moi, ça me fait des tendinites, donc je me rends compte que ça travaille des muscles qui sont pas forcément habituels. Et en fait, il m'a dit que ce travail avec les élastiques, lui, ça l'avait beaucoup, beaucoup aidé et motivé aussi à faire ces exercices au niveau de la main. Et il me dit maintenant, en fait, j'ai pris des muscles au niveau de la main qui étaient non dominantes et qui avaient des soucis. Et en fait, sa main non dominante qui avait des soucis est devenue plus musclée à la fin de l'histoire sur certains muscles. Alors, je sais pas si c'est très bon d'ailleurs que l'autre main, parce que justement, la magie et le fait, tu vois, d'apprendre en s'amusant à faire des exercices qui pourraient être chiants en termes de rééducation, pour lui, ça marchait super bien. Et il me disait, mais en fait, moi, j'achète tes projets, c'est presque une thérapie parce que c'est amusant et ça me permet de travailler le bon pouce et un petit peu les autres doigts aussi en termes de motricité fine, quoi. Et je crois que, sans dire que ça l'a forcément beaucoup aidé, mais je crois que ça montre vraiment à quel point certains types de magie pourraient être adaptés, même, tu vois, la magie des pièces, empalmer une pièce ou autre, à des muscles qui sont pas habituels et je pense que ça peut être vraiment cool, quoi. Mais bon, il faut en discuter avec des médecins, parce que ça, par contre, je maîtrise moins. L'anatomie de la main, je connais pas trop. Mais je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment bien, quoi, d'intégrer ça, ouais, dans la rééducation, surtout chez les plus jeunes où c'est pas facile de de leur faire des trucs chiants quotidiennement, quoi. Ils se rendent pas forcément compte du bénéfice immédiat.
Ouais. Ouais, j'ai rigolé quand tu parlais du muscle parce que je fais un clin d'œil à ceux qui étaient pour ta conférence pour le cercle, qui s'en souviennent. Donc, La petite tendinite le lendemain. ouais, c'est ça. Et je Euh, te jure, ouais, c'est ouais. vrai. Juste, du coup, tu parles d'élastique. Comment c'est venu la magie des élastiques? Enfin, qu'est-ce que tu faisais avant? Et qu'est-ce qui t'attire dans la magie des élastiques? Ah, c'est une bonne question. Euh, Sans dire que les autres étaient pourris, hein. En fait, à la base, si je remets tout dans le contexte, j'avais acheté un petit booklet, je sais plus le nom, et c'est malheureux parce que je le retrouve plus non plus d'ailleurs. Il a dû partir dans un déménagement. C'est un petit booklet jaune où je sais même plus qui, apprenait quelques tours d'élastique, enfin enseignait quelques tours d'élastique. Dedans, il y avait l'élastique qui s'enclave, il y avait un tour d'élastique qui enclave une bague aussi, qui était très sympa, et d'autres que j'ai jamais trop appris parce que j'étais resté bloqué sur ces deux-là, enfin bloqué dans le sens où pour moi, c'était tellement dingue que les autres étaient un peu passés à la trappe. Bon, j'ai adoré ça. Puis plus tard, j'ai trouvé la saga des élastiques de Sylvain Mirouf, qui est pour moi un DVD vraiment, vraiment, vraiment top, quoi. Je connaissais pas du tout les trucs américains Dan Harlan ou Jorin Fesh à l'époque, c'était vraiment du coup très français. Et, euh, et l'autre DVD, j'arrive plus à me souvenir du nom, mais j'avais vu la bande-annonce et je trouvais ça génial, sur la magie des chouchous Ah oui, ah, Christian Gérard, de, non? de Un truc Christian comme ça. Girard, c'est ça. Scrunchy Magic, un truc Oui, comme un ça truc doit comme ça, s'appeler, ouais. non? Mm. Mais qui est d'ailleurs un DVD incroyable. Il y a, je sais plus, mais 95 effets dedans. C'est une dinguerie. Enfin, tu dis, il aurait pu faire 150 projets avec le même truc. Et, enfin bon, avec des chouchous. Et bref, j'avais vu cette bande-annonce-là. Je connaissais quelques petits trucs de la saga des élastiques de Mirouf. Mais c'est tout. Globalement, c'était surtout Carte Élastique que j'aimais bien. Et en fait, quand je suis allé à Londres après ma thèse, donc j'ai fini ma thèse en 2016, et je suis parti en postdoc, donc post-doctorat, j'ai eu un financement d'1 an pour aller à Londres, travailler avec Gustave Kuhn, qui est d'ailleurs un des chercheurs qui bosse sur magie et psycho. Il a sorti un bouquin récemment de magie et psycho, d'ailleurs, qui est en vente sur Vanishing Ink. Je fais de la pub pour tous les sites, mais faut bien, c'est pas les miens en plus. Et du coup, j'étais dans ma petite chambre à Londres, et je retravaillais un petit peu ces trucs que j'avais vus de Sylvain Mirouf et autres. Et d'un coup, il s'est passé un truc. J'ai manipulé les élastiques au hasard, hein, je sais pas, je jouais avec en fait. Et en gros, en jouant avec mes élastiques, dit comme ça, c'est un peu équivoque. En jouant avec mes élastiques, il s'est passé. Putain, je sais même plus le faire. Attends, je vais te montrer. Il s'est passé ce phénomène. En gros, attends. Désolé, je vais y arriver. Alors, Il s'est- normalement, il y aura une partie qui sera sur que l'audio. Si vous voulez aller voir, vous allez sur YouTube. Et en gros, tu vois. Enfin, en gros, j'ai attaché l'élastique comme ça. Mais c'était vraiment pour jouer avec. Tu vois, je sais pas, je manipule le truc. Et puis, je fais ça comme ça. Et là, je me rends compte quand le lâchant, il revient et qu'il change de couleur. Et c'est complètement pourri, mais je me suis dit, mais du coup, si on le bloque et qu'on le setup, tu peux le changer de couleur et ensuite, en le lâchant, tu peux blablabla. Donc, c'était vraiment un premier effet qui est venu vraiment par hasard. Je me suis dit, putain, c'est trop drôle. Et cet effet, du coup, je l'ai utilisé et puis je l'ai décliné en plein de formes différentes. Du coup, il pouvait sauter d'un doigt à l'autre. Donc, si on en coche un autre en dessous, ça peut faire un triple color change, blablabla. Et en fait, de fil en aiguille, sur un seul effet que j'ai décliné, ça en a fait 3, 4, 5. Et je me suis dit, mais ça y est, j'ai déjà un projet qui est juste grâce à ça. Et en fait, ce projet, qui était mon premier projet, qui était sorti sur Pingouin Magique, j'avais dû en vendre 3 à l'époque, parce que j'étais pas du tout. Enfin, personne ne savait qui j'étais, du coup. Et j'en ai vendu 3, je crois, au 4, j'étais tout content. Puis ça n'a jamais marché. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est pas que c'est nul, c'est juste que peut-être c'est pas très fou non plus, quoi. Et puis finalement, euh, j'ai continué, j'ai persévéré. Et en fait, en allant au Cercle Magique à Londres, j'ai rencontré quelques gars à qui je présentais mes trucs et qui m'ont encouragé en me disant, putain, mais c'est quand même nouveau ce que tu fais. Moi, je trouvais ça un peu nul, mais ils étaient super sympa, quoi. C'est vraiment en mode, c'est nouveau, c'est cool, persévère. Et à chaque fois, j'avais le défi de me dire, je vais ramener au cercle un nouveau tour à chaque fois que j'irai. Donc, j'étais pas membre du cercle, hein, j'étais vraiment parrainé, donc j'avais le droit d'y aller, accompagner un peu, c'était ça l'idée. Et c'était bien. Et en gros, à chaque fois que j'y allais au cercle là-bas, j'essayais de créer un nouveau tour, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en manipulant les élastiques, il se passe des trucs mécaniques. C'est-à-dire, l'élastique, à la différence de tout autre objet, quand tu le lâches, il revient à sa position initiale. Et ça permet de tracter des choses. Ça permet de se tracter lui-même et ça permet de faire des choses qui sont impossibles, c'est-à-dire, si tu le tires, il revient en arrière. Et donc ça, c'est comme un retour dans le passé. Et en fait, le côté animé de cet objet fait qu'en fait, si tu le bloques à plusieurs endroits, lui, quand tu le débloques,
il va s'animer. Quand tu redébloques un autre truc, il va s'animer. Et en fait, c'est comme un programme informatique. C'est-à-dire que tu mets des nœuds et puis en fait, tu dis, voilà, tu lâches ce programme quand je lâche ce doigt. C'est bon. Ensuite, tu lâches ce programme quand je lâche ce doigt. C'est bon. Et en fait, en comprenant que l'élastique, c'est ni plus ni moins qu'un programme actif qui se met en marche quand tu le bloques et que tu le bloques et que tu le bloques, c'est un programme, c'est un programme, c'est un programme. Ça te permet de faire des supra-programmes, de les combiner. Et par exemple, un color change, un changement de couleur, c'est ni plus ni moins qu'un élastique qui disparaît et qui réapparaît en même temps. Donc si je sais faire apparaître un élastique et si je sais en faire disparaître un, si je fais les deux en même temps, si je mets les deux programmes en même temps sur deux doigts différents, ça fait un changement de couleur. Et en fait, c'est bête et méchant, mais c'est ni plus ni moins que du hasard. Un processus un peu itératif, c'est-à-dire que je m'appuie sur des choses précédentes pour les complexifier, pour les combiner, mais aussi c'est une manière de voir le truc. C'est de voir le truc d'une manière très simple en disant, mais ça, c'est comme, ouais, un peu comme des programmes. Je peux pas le dire autrement. C'est étrange dit comme ça, mais et aussi un peu de hasard hein. En manipulant, il se passe des trucs, je les retiens et je me dis que c'est intéressant pour autre chose, quoi. Et du coup, tu t'es Voilà. intéressé, tu as recherché sur les élastiques. C'est quoi? À ce moment-là, je me suis quand même intéressé à ce qu'il y avait. Donc j'ai regardé les travaux de Danson Shin, Jorin Fleisch, Dan Harlan, qui sont d'ailleurs très très bons, ces projets. Mais je voulais un truc différent. En fait, je crois vraiment ce qui fait que mes premiers projets ont commencé à être plus connus, c'est le principe justement que j'avais de combiner des choses qui fait qu'en fait, tu as des effets qui étaient impossibles. C'est-à-dire que là où à l'époque, des gens, bah, ils faisaient apparaître un élastique et puis ils le faisaient disparaître, mais juste soit l'un, soit l'autre, moi du coup, j'avais ces trucs, tu sais, où il disparaît, il réapparaît, et ça, c'est des doubles effets. C'est-à-dire le truc de ça, c'est cool. Putain, il revient en plus, ça, c'est impossible. Tu vois, ce côté double effet, il saute d'une main à l'autre, ça, Hanson Chin l'a fait, mais il ressaute derrière, ça, c'est le truc en trop. Et en fait, je crois que pas mal de ma magie a marché grâce à ça, grâce à ce processus de en faire un peu plus en termes de combinaison. C'est-à-dire, oui, l'élastique peut faire un truc, mais comme j'ai dit, on peut le programmer à faire d'autres choses en un seul setup. Et à partir du moment où j'ai compris qu'en un seul setup, donc une seule mise en place, comme un programme, ça lui permettait de faire un, deux, trois trucs différents, et ben là, ça a créé un truc vraiment différent. C'était pas juste un programme, un setup, un effet. C'était un setup, trois effets déjà programmés dans ta main. Et je crois que c'est ça qui m'a différencié des autres et qui fait que ben, le premier projet qui s'appelait Psychoman à l'époque a marché parce que tu avais ce processus de combinaison sur un seul truc, tu vois. Et je crois que c'est vraiment ça qui marche dans ce que je fais et que les gens aiment bien enfin, sur l'élastique pur, c'est la combinaison, tu vois. Un truc, ça suffit pas, il en faut deux ou trois sur le même truc, quoi. Donc voilà. Oui, oui, ça a mené quelque chose de différent et c'est ça qui a pu intéresser. D'ailleurs, j'allais te poser la question, comment c'est arrivé le fait de vouloir commercialiser des projets? Ah, mais c'est marrant parce que c'est la première fois qu'on me pose cette question, en fait, je me rends compte. En fait, à la base, donc quand j'étais à Londres, j'étais à une université qui s'appelait Goldsmith, et j'ai rencontré un mec là-bas, donc qui faisait partie du cercle aussi, et qui en plus de ça, faisait un peu de vidéo, montage vidéo et autres. Il gérait plutôt bien. Et en fait, c'est lui qui avait des contacts, je crois qu'il avait des contacts chez Illusionniste, pas que, et aussi chez Penguin Magique, et il m'a dit, bah, moi, en fait, je peux te filmer ton projet, je peux te faire un trailer et un tuto rapidement. En plus, il m'avait vraiment rien demandé en échange. C'était vraiment lui, projet bah, entre potes, quoi. Je lui payais des coups à boire et c'était cool. Enfin, c'est vraiment hyper simple. On a fait ça en un après-midi. Donc, on a filmé le premier trailer du premier truc avec l'élastique qui change de couleur et des choses comme ça. Celui qui a été vendu à 3 ou 4 exemplaires. Et il m'a dit, mais viens, il y a le Penguin Partner, c'est un truc, tu mets ta vidéo et puis après, tu es sur le site, quoi. Donc, je dis, vas-y, on y va. Puis ça n'a pas très bien marché parce que voilà, mais à la base, c'est vraiment lui qui m'a encouragé en me disant, je sais que ce truc existe, je peux faire de la vidéo, viens, on fait un petit projet en une journée. Ben, et en buvant des petites bières, je sais plus c'était quoi le nom du bar d'ailleurs, mais bon. Donc du coup, ouais, c'est vraiment venu d'un pote du cercle qui m'a juste invité à faire un truc qui pour moi était même pas envisagé de base. Jamais j'y avais pensé. Il m'a dit, mais si, c'est nouveau en fait, donc essaye. Au moins, voilà, si ça marche pas, tant pis. Bon, ça a pas marché, tant pis. D'ailleurs, je l'ai remis dans un autre projet plus tard qui a pas trop marché non plus, donc ça devait être vraiment nul. Mais peu importe, je l'aime bien quand même ce projet. Et, euh, et puis en fait, après, j'ai été contacté. Après, en fait, si tu veux, j'ai été recontacté par une autre équipe qui s'appelle Skymember, où en fait, donc sur Instagram, moi, je commençais à mettre des tours en ligne. Parce que justement, vu que je fais des trucs très visuels et un peu flash, ben, ça marche bien pour les réseaux, quoi. Et j'ai commencé à me faire quelques amis virtuels magiciens sur le truc. Et il y a une boîte qui m'a contacté, en fait, elle m'a dit, mais tous tes effets, ils sont déjà en ligne, publiés quelque part. Je leur dis non. Bon, c'est un peu malentendu après pour d'autres raisons, peu importe.
Sky Member. Mais c'est quand même eux qui ont vraiment filmé mon premier projet. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai été filmé, c'était un de leurs gars qui faisait mes tours. Enfin, peu importe, c'était vraiment une idée bizarre. Et en fait, c'est après ça où je me suis dit, mais en fait, il y en a ras-le-bol que les gens me filment et tout. Un soir, en été, on était avec mon meilleur pote et on se dit, mais pourquoi on fait pas nos projets de nous-mêmes? Je lui dis, tu sais filmer, tu sais faire du montage vidéo, t'es magicien. Moi, j'ai deux, trois trucs, deux, trois projets en tête là. On y va. Et en fait, on est allé dans ma ville natale, donc à Metz, en Lorraine, qui était aussi une de ses villes de cœur par rapport à sa famille. Et en une journée, on a pris un vieux camping tout pourrave là-bas. Et en une journée entière, on a filmé le premier projet qui a été sur Pingouin Magique, qui s'appelle Bande Réaction, avec tous ces doubles effets, le truc qui saute, qui revient, l'élastique qui change de couleur, celui qui saute de doigts et qui revient sur les doigts, mais dans la main des gens. Et en fait, c'était le premier projet aussi d'élastique où tout se passait dans la main du spectateur. Et ça, c'était vachement nouveau. Et ce projet, bah, il a super bien marché. Et c'est là que Pingouin Magique m'a mis en avant. En fait, ils ont tellement adoré le projet qu'ils m'ont dit, mais viens, on te met dans la newsletter, donc qui touche beaucoup, beaucoup de gens. Et après, ils m'ont dit, mais si tu restes chez nous, en gros, on te fait des newsletters pour tous tes projets. Et donc, forcément, la visibilité, elle est dingue après ça sur tous les projets. Tous les gens qui sont inscrits à la newsletter de Pingouin le reçoivent, donc le voient. Donc, c'est une visibilité absolue, quoi. J'aime bien. Sauf qu'en France, personne n'est sur Pingouin. Donc, personne, mais Si, il y en a quand même quelques-uns, quelques-uns. qui y vont, ouais. Mais du coup, ici, c'est 100% là-bas. Après, Ouais. le marché, on va dire, mondial est plus gros que le marché français, mais c'est sûr que... Oui, 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 c'est sûr. Et je pose la question souvent parce que c'est surtout sur le fait, je vais partager quelque chose, et est-ce que ça t'est arrivé ou pas de te poser la question, en fait, qui je suis pour proposer ça? Est-ce que tu as eu cette question ou pas du tout? C'était juste pour partager parce que du coup, tu n'étais pas tout Hmm. seul, mais... Tu veux dire dans le sens. Alors, dans quel sens tu l'entends? Est-ce que Dans c'est le dans le sens. légitimité. Ah, euh, eh ben, en fait, je vais être. C'est vraiment. Parce que je pourrais vraiment construire une réponse politiquement juste, mais je vais être vraiment transparent là-dessus. On est là Euh, pour le, ça. On est là le pour ça. premier projet que j'ai créé, je pensais pas qu'il allait marcher. Je me sentais pas légitime du tout. Donc, tu sais, celui qui a été vendu à 3 ou 4 exemplaires. Pas du tout marché. Le deuxième, je sentais qu'il y avait vraiment des idées là-dedans que j'avais jamais vues. Vraiment des trucs où je me disais, mais ça, c'est vraiment nouveau. Et en fait, à partir du moment où j'ai créé un truc qui, en plus d'être nouveau, parce qu'en fait, le côté nouveau, je l'avais déjà créé avant, j'étais content, mais je voulais un truc qui soit nouveau, qui soit vraiment faisable dans la vraie vie, entre guillemets, et qui ait un visuel absolument pas habituel. Et en fait, mon premier projet, donc, qui s'appelait Psycho Benz, j'ai commencé à ressentir ça en me disant, c'est venu simplement avec le tour, hein, c'est bête, mais le tour où l'élastique disparaît de ta main, réapparaît dans ta main, alors que c'est en plus le même élastique qui pourrait être signé, entre guillemets. Pour moi, ce truc-là, j'en étais, mais c'était même pas que j'en étais fier, c'est que c'est un truc que je faisais dans la vraie vie. C'est-à-dire, en fait, j'avais créé un tour que je faisais vraiment et qui, pour moi, était plus impressionnant que les autres tours d'élastique que j'avais appris. Et c'était pas parce que j'avais créé, c'est juste que pour moi, il était pratique, il était simple et il était hyper efficace. Et en fait, quand je suis arrivé avec le banc d'action, où en fait, c'était tous ces effets, les effets les plus visuels que je puisse imaginer dans la main des gens, j'ai ressenti que là, je touchais du doigt un truc, comme si tu vois, il y avait une petite porte que plein de gens auraient pu prendre. Donc je dis pas que j'aurais été le seul à la prendre, hein. Je pense que dans 2 ou 3 ans, quelqu'un d'autre l'aurait prise, ou peut-être un an, j'en sais rien. Mais je me suis faufilé dedans et je me suis dit, oh putain, j'ai de la chance parce que personne l'a vu ce truc-là. Pourtant, il était là, ce truc, mais on était peut-être focalisé sur d'autres choses. J'ai juste l'impression d'avoir vu un angle que d'autres n'ont pas vu. Donc je me considère pas hyper créatif pour ça, mais cette combinaison, cette manière de voir le truc en fait en termes de combinaison, enfin, comme ces trucs de programme dont je te parle depuis tout à l'heure, j'ai eu la chance de le voir, je sais pas comment et pourquoi. Et en fait, ça ouvrait tellement de portes que je me suis dit, mais en fait, je vais être le premier à m'enfoncer dedans. Et je suis très content de partager ça parce que j'ai la chance d'avoir découvert un truc de dingue. Mais c'est pas moi le truc de dingue. Donc en fait, je me sens, si tu veux, j'avais pas ce problème de légitimité parce que j'avais l'impression d'avoir déterré un trésor que plein de gens auraient pu voir, mais que les gens n'ont pas vu. Donc le trésor, il est là. Ces tours, ils sont hyper visuels. Je pense pas qu'en 20 ans, il y aura 150 trucs qui vont être plus visuels que ça, et je le pense vraiment. J'ai eu la chance de tomber dessus. Après, oui, c'est moi qui suis tombé dessus, donc tant mieux pour moi. Mais je vois plus ça dans ce sens-là que dans le sens, c'est moi qui ai créé, donc je suis au-dessus du tour. C'est le tour qui est au-dessus de moi, et moi, j'ai eu la chance de pencher la tête du bon côté, quoi. Je trouve beaucoup de tours par chance, en fait, hein. C'est juste que je prends le temps de tester plein de trucs, et puis au bout d'un moment, il y a un truc qui se passe. Mais si 50 personnes, là, dans une pièce,
prenait 1 heure pour manipuler des élastiques et faire n'importe quoi, il trouverait plein de principes que moi je connais pas encore, j'en suis persuadé. C'est juste que voilà, j'ai voulu aller dans cette direction, là où plein de magiciens vont sur les cartes, les pièces. Et maintenant, d'ailleurs, tu vois ça, que de plus en plus de gens vont dans les élastiques. Bah là, je vois plein de jeunes, notamment plusieurs Japonais que je connais, qui sortent des trucs de dingue. Il y a Sam Huang, là, qui a sorti récemment les élastiques qui s'enclavent avec l'autre. Une technique, tu dis, mais le Crazy Man Handcuff, ça existe depuis combien d'années? Et lui, il arrive et il te révolutionne le truc avec un mouvement, mais tellement simple dans l'idée. Mais en fait, c'est pas qu'il est simple, son mouvement, c'est qu'il fallait y penser. Mais il y a pensé, et tant mieux pour lui. Mais voilà, c'est juste très certainement qu'il manipule un truc au hasard, il s'est passé le geste et il l'a retenu et tant mieux pour lui, tu vois. Mais le geste, il est absolument magnifique. Mais il était là dans la nature, il fait juste que quelqu'un le déterre, quoi. Oui, Et il y oui. a plein de trucs qui sont pas encore déterrés. Et peut-être que toi, demain, avec un élastique, tu vas trouver un truc de dingue. Je vais te dire, putain, tu fais chier, j'aurais bien aimé le trouver à ta place. Et je te le dirai honnêtement, tu fais chier, j'aurais bien aimé le trouver à ta place. Mais Comme s'il était là, tu vois. après, non, voilà, c'était vraiment la question par rapport au. Parce qu'après, oui, tu as eu d'autres projets, donc tu as le processus. Mais je veux dire, c'était pour, comme moi, ça a été mon cas, pour la première fois, se dire, je vais proposer quelque chose, voilà, une partie du travail au magicien. Est-ce que vraiment, voilà, je suis légitime pour le faire? Et c'était plus sur ce Ouais, côté-là, ouais. non, mais ça, je comprends. En vrai, mes 2 premiers projets, je n'étais pas absolument légitime. Le troisième, donc le premier que j'ai fait avec mon meilleur pote, donc Bande Action, le premier sur Pingouin Magique, qui a vraiment été sur Pingouin. Je parle pas du tout premier, je parle de Bande Action, là, avec les 7 effets. Celui-là, enfin, vraiment, sincèrement, mais je pense que j'avais commencé à me mûrir. Ça faisait 1 an que je proposais des trucs qui marchaient pas forcément bien. Et là, d'un coup, ben, celui-là, je peux pas dire, j'étais absolument certain que. En fait, je me disais, soit il marche, soit s'il marche pas, c'est pas que les effets sont pas bien. J'en étais à ce point-là de me dire, s'il marche pas, c'est pas que les effets sont pas bien, c'est que les gens sont trop sur le truc du je m'appelle pas machin, donc ça marchera pas. Et en fait, ce qui est bien en magie, c'est que je me rends compte maintenant, et je pensais que c'était pas possible avant, t'es pas obligé de t'appeler machin pour avoir un truc qui fonctionne, hein. Tu peux d'un coup venir de nulle part et alors te faire un nom. Je suis pas David Blaine non plus, hein, mais ce que je veux dire, c'est mais quand même dans ta catégorie, tu peux trouver le truc qui fait que les autres de ta catégorie vont te remarquer et que les autres hors catégorie, donc hors magie des élastiques, vont se dire ah, c'est nouveau ce truc-là, c'est intéressant et il faut juste avoir la bonne idée. Donc là, demain, je pense que n'importe. Et moi, j'encourage les jeunes magiciens qui justement sont créatifs mais qui osent pas proposer des idées en disant mais tu vas peut-être te planter 2, 3 fois et c'est pas grave en fait. Ça fait partie du processus. Et par contre, le jour où ça marche, peut-être que tu as le petit truc dont tout le monde va se souvenir dans, je sais pas, 10, 15 ans. On sait pas. Oui, oui, non, mais c'est Donc, ça. Puis aujourd'hui, c'est quand même facile de. Des fois, c'est trop facile, mais de publier ouais, des choses. c'est- Mais voilà, après, c'est sûr après, que quand tu apportes quelque chose en plus, c'est ça. forcément, voilà, c'est intéressant et ça va intéresser. Ouais. Mais, euh, mais là, je te dis, bah, en parlant de jeunes, j'en parlais juste avant, mais le jeune, là, le japonais que je connais, là, qui vient de se, de se blesser à la main, c'est chiant parce que je sais qu'il avait un projet en cours et il m'a dit, bah, en gros, je vais t'envoyer les vidéos de mon dernier projet, puis tu me diras ce que t'en penses, parce que moi, je fais pareil avec lui, hein, du coup, on s'échange souvent avec Jorin Feich ou des gens comme ça, nos projets, puis on se dit, bah, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est cool, machin? Pour avoir un retour, c'est important, et puis savoir si ça n'a pas déjà été fait, et puis qu'on le sache pas, même si généralement, magie des élastiques, maintenant, on commence à savoir à peu près quand même. Euh, et il s'est blessé à la main, le pauvre, juste avant de faire son projet. C'est, c'est hyper frustrant, parce que, ben, ouais. Mais ça fait chier pour lui, mais bon, j'espère que ça va bien se remettre quand même. Mais oui, mais c'est chance que tu vois, voilà, c'est un des rares en fait qui commence à créer des trucs qui pour moi sont vraiment dingues. Il a un effet où en gros, t'as l'élastique qui passe ici, 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 et t'as les brins qui disparaissent un par un de doigt en doigt. J'ai jamais vu un visuel comme ça. C'est hyper simple à faire et tu te dis, mais comment il a pensé à ça? Et voilà, il y a quelques jeunes en tout cas qui font vraiment plaisir, qui arrivent dans le jeu là, et qui ont une pensée qui est complètement différente. Tu vois, ils cherchent pas à refaire 1000 fois le même effet que tout le monde connaît de machin. Ils pensent hors de la boîte, quoi. C'est pas. En fait, on sort des effets classiques. Tu vois, moi, je peux me dire, je fais des élastiques, je vais créer tous les effets qui existent en pièces ou en cartes en élastique. Un élastique ambitieux, un élastique qui change de couleur, turn and restore ou blablabla. Mais eux, ils vont encore plus loin. Tu vois, ils vont Et moi, enfin, c'est pas que ça me dépasse parce que je comprends le processus aussi, mais je trouve ça génial en fait. Et je pense que tout le monde pensait que c'était fini à Magic Élastique il y a 2 ans parce qu'il y avait vraiment un creux de vague, tu vois. Et puis d'un coup,
il y a plein de gens qui s'y mettent et c'est cool. C'est vraiment cool. Ça change aussi, quoi. Oui, et du coup, ça explore un peu d'autres choses pour les élastiques, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu pas mal de choses qui sont sorties, mais avant, il n'y Ouais. avait pas tant que ça, quoi. Donc c'est bien. Je crois que même Et d'ailleurs, en francophone, il y avait, dont on a parlé, il y avait aussi Clément Loving Band, Cougar, ouais, et, ouais. Oui, j'en ai pas parlé, effectivement. Non, mais ah oui, quand j'avais vu leur trailer à l'époque, j'étais comme un dingue. Je me suis dit, mais ah, eux, ils étaient hyper. C'est dommage d'ailleurs qu'ils aient pas continué là-dedans parce qu'ils auraient pu. Je suis sûr qu'ils auraient pu créer plein de nouvelles choses. Après, ils sont partis dans autre chose avec leur truc qui l'évite là. Je Levita. sais pas, ouais, je sais pas Levita. comment ça marche. Je trouve ça génial. Je pense que c'est de la vraie magie, ça. C'est mon côté enfant qui a envie d'y croire. Mais non, non, mais voilà. Mais ouais, ouais, eux, ils étaient exceptionnels. C'est vrai que. Mais tu vois, rien qu'un truc que je me dis sur les élastiques, par exemple, bon, c'est peut-être compliqué, mais il existe quasiment aucun gimmick d'élastique, tu vois. Alors, je sais pas dans quelle mesure c'est faisable, mais un truc qui changerait vraiment, tu vois, un truc qui serait vraiment utile à l'élastique. Je connais pas de gimmick d'élastique parce qu'à mon avis, l'élastique en lui-même, il a déjà tellement des propriétés particulières qu'en fait, il y a presque lui rajouter un truc caché ou autre dedans, c'est presque le dénaturer, tu vois. C'est presque plus une contrainte qu'une facilité. Après, il y en a eu, je pense que c'est plus disponible aujourd'hui. D'ailleurs, c'était un Français, Le petit aimant, Sébastien Foury, le qui petit est... aimant dans le, c'est ça? Oui, oui, après, voilà. Oui, oui. Je me souviens à l'époque, je l'avais eu. Non, mais attention, parce que l'idée était pas mauvaise. Enfin, dans le fond, c'était comme Non, je voulais comme parler avec les cordes. de ce que c'était. En fait, je le nommais pas, mais... Ah, merde, je l'ai Non, dit. non, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, C'était tellement naturel. Oui, ouais. Après, tu vois, des trucs de. Comment il s'appelle Bacon Fire, que j'adore aussi, qui fait de la magie des acides. ouais. Où tu dis, mais en fait, tu peux faire quasiment le même effet. Oui, J'exagère, mais bon, sauf les enclavages, effectivement. Mais oui, Bacon Fire, qui est exceptionnel aussi, euh, qui a fait Bend on Fire 1, 2 et 3. Je sais pas si ça se trouve beaucoup en France, ça, mais c'est génial ce qu'il fait. C'est vraiment. Il est incroyable. après, Il est vraiment. c'est vrai qu'il y a aussi, on va dire, des gimmicks qui sont utilisés pour les élastiques, mais qui ne sont pas des élastiques. Donc, c'est oui, à cause de la propriété des élastiques, parce que je crois que Calen Morelli avait des trucs Oui, aussi. oui. Ah, mais ça, par contre, si, t'as raison, j'avais pas pensé, effectivement. Le, l'espèce de, entre guillemets, demi-bague d'élastique, là, qui. Oui. Ouais, ça, c'était pas mal, quand même. C'était sur Théorie 11 à l'époque. Euh, mais là, je sais pas s'il l'a sorti ou pas, j'avais un Zoom avec Dan, j'allais dire Dan Harlan, c'est pas Harlan, c'était Dan Haus. Oui. Et Dan Haus, il m'a montré un truc, parce que lui aussi, il a créé des trucs d'élastique assez cool, qui m'ont inspiré d'ailleurs sur pas mal de trucs, je suis en train de me dire. Et il m'a montré un truc, je vais pas expliquer comment ça marche, mais en gros, tu as vraiment l'élastique qui est là, enfin, tu vois, qui traverse, en gros, je peux pas le faire parce que j'ai pas ce qu'il faut, mais il y a l'élastique qui est là, ou comme ça. Et en fait, au ralenti, tu vois l'élastique qui passe là. Alors, c'est un effet qui existait déjà en dissimulant sous le moment où on s'en fout, mais lui, il a vraiment créé un gimmick qui permet de le faire, mais d'une manière tellement propre où vraiment tu es là, et tu vois l'élastique qui traverse le doigt, mais au ralenti, mais n'importe où sur le doigt. Tu n'as pas besoin de gras de peau qui cache je ne sais quoi. C'est vraiment, il m'a montré, je me suis dit, mais attends, il n'y a aucune technique que je connais de près ou de loin qui puisse faire ça. Et ça m'a vraiment fait un truc dans le cœur en mode, c'est pas possible, tu vois. Ça, par contre, c'est. Mais en fait, je savais pourquoi. Et je lui ai dit, mais attends, mais il est truqué, c'est pas possible. Il me dit, oui. Je dis, mais presque pour moi, c'était pas. T'as pas le droit de le faire, tu vois. C'est de la magie des élastiques, tu truques pas un truc. C'est comme tu demandes pas à un complice de venir choisir une carte dans sa tête. C'était un peu, pour moi, la même truc. Tu peux pas faire ça. Et ensuite, il m'a expliqué le truc. Je me suis dit, mais en fait, si, tu peux. C'est juste moi qui suis tellement bloqué sur le fait que tout se fait sans gimmick en magie des élastiques que jamais j'aurais pensé, en fait. Et le gimmick est très bien pensé, donc, ouais, Ouais, c'est pas encore il y sorti. en a d'autres. C'est vrai qu'ils ne sortaient pas des projets complets, il y avait des effets dedans. Donc oui, je pense à Danos, il y a Alex Pandrea aussi qui avait sorti Ouais. des élastiques. Mais pour revenir à ce que tu viens de dire, et je trouve que c'est intéressant, parce qu'il y a des débats des fois par rapport à ça, tu parles du fait il n'a pas le droit d'utiliser un complice. Quel est ton avis sur ça Alors moi mais c'est de la croyance, attention, hein, je dis pas que c'est vrai, c'est ma propre spéculation. Mon point de vue là-dessus, qui peut être faux, encore une fois. T'as vu la prudence que je prends.
Moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a un accord implicite entre les magiciens et les spectateurs ou les spectatrices, c'est de se dire, j'accepte ce qu'on appelle la suspension de croyance ou de disbelief en anglais. Tu sais, comme quand tu arrives dans une pièce de théâtre, non, mieux, quand tu arrives au cinéma, tu vas voir Jurassic Park, il n'y a pas un instant où tu te dis que c'est des robots en machine ou des images de synthèse. Ton cerveau accepte de faire semblant de croire que c'est vrai. C'est pour ça que quand tu regardes un film d'horreur, tu as peur, parce qu'à un moment donné, tu te laisses aller en disant, on oublie que c'est des acteurs, on se met dedans vraiment. Donc on arrête d'être suspicieux. Et on suspend le fait qu'on croit que c'est faux. En magie, c'est plus compliqué. Souvent, les gens, ils sont en mode, oula, attends. Et puis au bout d'un moment, il y a des gens qui se mettent direct dans le bain, d'autres qui demandent plus de temps pour le faire. Et moi, mon idée, c'est qu'en fait, à un moment donné, quand tu te mets dans le bain du tour de magie, il y a un contrat implicite. En mode, j'accepte de jouer le jeu, je vais me mettre dans le mood, tu vois, dans l'esprit de la magie. Et entre guillemets, donc, je te donne l'autorisation de me mentir. Je te donne l'autorisation de me mentir, de me faire croire que c'est vrai, alors que je sais que c'est faux. Donc, j'accorde le fait que tu vas me mentir. Mais je crois que les gens accordent le fait que le magicien va leur mentir, c'est déjà une chose. Mais si en plus le magicien va faire venir quelqu'un d'autre qui va mentir à l'autre personne, c'est comme si tu disais, mais attendez, je t'ai quand même donné l'autorisation de me mentir, je te faisais confiance. Et dedans, tu vas faire en sorte qu'une autre personne me mente alors qu'elle, je lui ai pas donné mon accord du tout. Ça fait un peu beaucoup voilà. Et moi, mon point de vue, c'est que les gens, en fait, ont du mal avec le fait que, ok, tu me mens, c'est une chose, je l'ai accepté, mais tu vas pas doublement me mentir avec quelqu'un d'autre à qui j'ai pas donné mon accord. C'est comme si, en fait, tu trompais ma confiance que je t'ai accordée en disant tu me mens, mais juste toi. Enfin, voilà, c'est mon point de vue, peut-être qu'il est faux, mais je trouve ça intéressant. Je sais pas si ça fait sens. Non, mais il y a le débat, donc c'est pour ça que je demande, comme aussi sur les réseaux sociaux ou à la télé. Donc c'est pour ça que je te pose la question, vu que tu l'as abordé. On va pas tarder, il reste encore quelques minutes. Juste, Tu te dis, tu te fais chier, Anthony. Hein. non, non, c'est pas ça, mais je veux pas que ce soit trop long. J'aime beaucoup les formats longs, mais voilà, je sais que tout le T'inquiète. monde. Donc, je t'ai posé la question sur qu'est-ce qui te plaisait dans la magie des élastiques. Et je vais juste faire un peu plus général. Alors, tu l'as peut-être abordé déjà, mais qu'est-ce qui te plaît dans la magie? Pourquoi tu le fais? Et voilà, qu'est-ce qui te plaît de faire de la magie? Hmm. Bah, je vais déjà prendre le truc sur le côté large, donc la magie en général. Qu'est-ce qui me plaît? Mais en fait, pour être honnête avec toi, quand j'étais gamin et que je jouais des tours de magie, c'était une des meilleures sensations que je ressentais. Le fait de voir un tour de magie, c'était pour moi, j'avais vu un mec dans un centre commercial qui avait fait un tour de magie et je me disais, mais waouh! Et je vais être encore plus honnête avec toi, c'était pas du tout parce que ça m'impressionnait moi que je ressentais ce truc dans cette boule dans le cœur. C'est parce que je ressentais la boule dans le cœur de me dire, si seulement je savais faire ça, ça serait un truc de dingue. C'était même pas pour les spectateurs, c'était juste pour moi. C'est-à-dire, tu m'aurais mis au milieu d'une forêt avec un bout de bois que je fais léviter moi-même. Combien de fois, d'ailleurs, quand j'ai un fil invisible, je commençais à me regarder dans la glace en me disant, mais oh, c'est fou, j'arrive à faire ça. Et je pense que c'est un peu cette pensée magique de, bah, quand t'es gamin, comme moi, quand j'étais gamin, je me souviens, on en parlait souvent avec mon frère, on avait envie de croire qu'on pouvait avoir des pouvoirs. Tu vois, peut-être qu'on regardait trop la télé ou j'en sais rien. Et qu'en fait, le monde ne se limitait pas à ça, qu'il y avait autre chose derrière. Et je sais pas, peut-être un besoin de se sentir fort, mais pour soi, pas pour les autres. C'était pas pour impressionner, c'était vraiment fort pour soi, être bien en soi-même, quoi. Comme si en fait, avoir des pouvoirs, ça ferait que, je sais pas, c'est peut-être ma petite faille narcissique à moi, mais de me dire, je suis encore plus fort que ce que je pensais être. Me dépasser, en fait, j'adore ça aussi. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à faire de la magie à la base pour m'impressionner moi-même et pour me donner l'illusion moi-même ben, d'avoir ce pouvoir. Donc, au début, c'était devant le miroir. Puis, bah, au bout d'un moment, bah, tu finis quand même par avoir du mal à rester sur cette double réalité un peu schizophrénique. Donc, tu te dis, ben bon, j'arrive plus à y croire que j'ai ce pouvoir. Comment faire? Et du coup, en fait, quand tu commences à le montrer aux autres, bah, tu te rends compte qu'en fait, dans leur réaction à eux, un peu par empathie ou je sais pas, par effet miroir, tu ressens ce que moi, petit garçon, je ressentais quand je voyais l'autre le faire. Et donc, en fait, c'est un peu une boucle qui se ferme, c'est-à-dire que je ressens à nouveau le petit moi qui ressent ce truc-là. Je deviens, je sais pas comment dire, le petit moi à travers le regard de l'autre. Et en fait, du coup, pour être honnête, il y a deux parties dans la magie. C'est que moi, il y a un côté très égoïste parce qu'en fait, la magie, elle me fait du bien à moi parce qu'elle me fait ressentir ce truc quand j'étais gamin. Je pense que la générosité absolue n'existe pas. C'est-à-dire que même les gens généreux ont un bénéfice à être généreux. Ça leur fait du bien. Si ça leur faisait du mal, ils ne le feraient pas. Ou si ça leur fait du mal, c'est parce qu'il y a un bénéfice secondaire beaucoup plus lointain. Mais c'est une autre question. Donc oui, ça me fait du bien et j'adore ça. Et si en plus de ça, ça fait du bien aux autres, tant mieux.
Mais je crois que sincèrement, je fais de la magie parce qu'à la base, ça me fait du bien. C'est pour ça que je fais autant d'effets tout seul, tout le temps. Ça me détend devant le miroir. Voilà, je suis content de le faire. Mais je suis très content si ça fait plaisir aux autres, hein. Mais à la base, c'était pas pour les autres que je faisais. Je le partage parce que c'est cool et la vie m'a donné ça, et puis l'entraînement aussi, mais à la base, c'était plus pour moi. Et la magie élastique, pourquoi? En fait, je trouve cet objet mais super mignon. Il y a un truc, tu l'as autour du poignet, c'est pas de la magie habituelle, donc ça surprend. C'est simple et efficace, tu peux le donner en souvenir, et c'est un truc qui a tellement peu été exploré en magie qu'en fait, c'est devenu mon identité. Ça aurait pu être autre chose, mais vu qu'en fait, c'est le seul truc dans lequel je suis plutôt efficace pour créer des choses, et en fait, c'est comme si c'était plus l'objet qui m'avait choisi. Parce qu'en fait, par chance, c'est celui dans lequel je suis efficace en termes de création. J'ai créé des tours de cartes, hein, mais c'était pas fou. C'était pas. Encore, c'est ça que je suis encore des fois hybride carte élastique, mais en fait, c'était pour moi le seul endroit où je me sentais différent des autres magiciens. Et donc, j'ai créé mon identité là-dedans. Et en fait, l'élastique m'a choisi en me disant, ça, c'est ton identité. Donc, je dis, OK, et tant mieux. Mais au-delà de ça, je trouve quand même que ça a des propriétés fascinantes, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais pas revenir dessus. C'est beau, c'est joli, c'est un côté enfantin, les petites couleurs, machin. Et tu peux le laisser en souvenir. Et surtout, les gens, ils s'en souviennent parce qu'ils se disent, mais juste avec ce truc-là, ce truc tout pourri là qu'on trouve dans la rue, tu peux nous faire un truc de dingue. Enfin, on n'a jamais vu ça, vas-y. Et je trouve ça génial parce que c'est vraiment le truc qui paye pas de mine. C'est quand même tout pourri un élastique, quoi. Tu sais, c'est le genre de truc que tu mets autour de ton paquet de tu sais, il reste un vieux fond d'emmental et tu entoures le paquet avec ça, tu vois. Oui, C'est ça un élastique de base. c'est un objet usuel que tout le monde connaît. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc ouais, je dirais que c'est pour toutes ces raisons. Mais je veux pas paraître être un monstre, mais je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. La magie, je te dis vraiment, je crois qu'à la base, j'ai vraiment investi parce que ça me faisait du bien devant le miroir de ressentir ce truc-là. C'est bizarre, hein. Non, après, je pense pas que ce soit bizarre. Ouais. Mais euh, une question, alors parce que toi, tu as le côté, on va dire, ton activité professionnelle, mais est-ce que la magie t'a apporté quelque chose dans la vie est-ce que le fait d'étudier la magie t'apporte des choses dans la vie, en fait, ou un regard différent sur certaines choses ou pas? Bah, ouais. Tu sais, à l'époque, moi, je faisais du skateboard. Et quand j'ai commencé à faire du skateboard, je voyais la ville complètement différemment. Parce que je me disais, une rampe d'escalier ou des marches, c'est un spot. Tu vois, ça n'avait plus la même saveur. Et en fait, je me rends compte que depuis que je fais vraiment de la magie, et surtout depuis que je crée des tours, et en fait, je crois que tous les magiciens ont un peu ce truc. Tu sais, tu arrives dans un restaurant, tu as une petite cuillère, tu commences à voir si elle est pliable avec ton pouce. Bon, tant pis, on la repose. Et c'est un peu ça surtout. C'est-à-dire qu'en fait, dès que je vois des objets, tu as toujours le truc de dire, putain, mais qu'est-ce que je pourrais en faire de magique? Comment je pourrais utiliser ça différemment? Quel genre de gimmick je pourrais créer? Parce que j'ai envie de créer un gimmick aussi, ça m'intéresserait, qui est complètement nouveau et différent. Donc il y a déjà ce truc-là qui fait que ta vision du monde, en fait, tout est un objet qui pourrait devenir un miracle potentiel. Et au-delà de ça, plus le côté psycho, mais j'essaie de voir dans la nature où se trouve la magie. C'est-à-dire, en fait, il y a beaucoup de principes qu'on utilise en magie, mais qui ont des conséquences qui peuvent être graves dans la vraie vie. Par exemple, tu es en bagnole, tu sais, tu as juste comment dire, l'angle mort, hein, qui est tout petit finalement, et tu as un motard qui arrive à la même vitesse que toi dans ton angle mort, mais qui avance en même temps que ton angle mort. Tu vas regarder 10 fois ton rétro, tu le verras jamais, parce qu'il avance à la même vitesse dans ton angle mort. Et d'un coup, il va apparaître comme par magie de nulle part. Ça, c'est de la magie, hein, c'est un truc de fou. Tu te dis, mais attends, il est apparu d'une sorte de portail multidimensionnel, ce gars, il se passait quoi? Et j'aime bien, en fait, dans la vraie vie, voir des manifestations de ce qu'on utilise en magie, mais qui se font juste naturellement, tu vois. Et, et essayer de me dire aussi comment ce qu'on utilise en magie, ça peut se retranscrire dans le réel, en fait, tout simplement. Au niveau psychologique, donc tout ce qui est détournement d'attention, tout ce qui est les complétions d'objets, tu vois, une demi-sphère, tu as l'impression qu'il y a le reste derrière, comme c'est fait avec les balles qui se multiplient. Ça se joue sur plein de trucs, en fait, on s'en rend pas compte, mais. Donc voilà, j'essaie un peu de transférer mes connaissances psycho-magie sur le monde réel, en me disant, est-ce que dans la nature, il n'y a pas déjà des choses comme ça? Donc, ouais, c'est comme si j'avais des filtres en fait magiques quasiment H24. Et surtout, c'est mon. Tu vois, il y avait les hand spinners là qui sont sortis il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus, peut-être beaucoup Ouais, plus, parce un que petit peu je suis plus plus, vieux ouais. peut-être. Mm. Ouais, ça me rajeunit pas, c'était en 2016 en fait. C'était il y a 7 ans, 8 ans maintenant quasiment. Et mais ça, c'est mon petit.
je suis tout le temps en train de manipuler, en fait. Si tu me verrais dans la vraie vie, enfin, on est dans la vraie vie, mais c'est virtuel, mais je suis tout le temps en train de les manipuler. Et des fois, il se passe un truc. Et des fois, je suis à des repas de famille, les gens me parlent. Mais l'idée, elle est venue à ce moment-là. C'est pas de chance, tu vois, mais. Et c'est horrible parce que je me dis, il faut absolument que je teste ça. Et les gens sont en train de te parler. Et ça t'intéresse ce qu'ils te racontent, mais par hasard, il s'est passé un truc dans tes mains et t'es là. Et tu te retiens en disant, faut que je le teste. Alors que tu vas aux toilettes. Et là, tu es devant ton petit miroir, tu fais, ah non, c'est de la merde, ça marche pas. Et tu reviens au repas de famille. Ça arrive de temps en temps. C'est rare, mais pareil, des fois, je me réveille en pleine nuit et j'ai une idée qu'il faut tenter, tu vois. Et des fois, elle marche pas, des fois, elle marche, mais souvent, elle marche pas. Mais le jour où elle marche, c'est comme si le cerveau, il s'arrêtait pas de penser, tu vois. Donc, ouais, C'est le virus de la magie, comme on dit. c'est clair. Alors, C'est vraiment ça, oui. tu parles de... Tu as parlé un petit peu de création, juste rapidement, parce qu'il y en a qui se posent la question aussi. Je sais pas Ouais, si est-ce que tu as un processus créatif ou pas, ou est-ce que tu aurais un conseil à quelqu'un qui veut créer, ou ouais, avoir c'est des une bonne idées. question. En fait, alors, déjà, je pense, quand tu changer d'angle, c'est important, mais genre, prendre un nouvel objet qui n'est pas du tout utilisé et se dire, par exemple, avec les élastiques, je me suis dit, comment on peut transférer tous les processus qui existent en magie des cartes, par exemple, ou en magie des pièces, sur un élastique? Un transfert, les balles en mousse, déchirer, reconstituer, changement de couleur, blablabla. Donc je suis parti de là-dessus, ça m'a donné quelques idées. Bon, c'était déjà bien. Mais le problème, c'est que ces idées, elles t'emprisonnent dans une boîte. C'est la boîte de pense comme tout le monde pense habituellement. Donc j'ai envie de dire, ça peut être une première étape, mais attention, ça peut être le piège de t'enfermer dans ce que tout le monde a déjà fait avec tout ce qui existe déjà. Je pense un des trucs qui marche bien, c'est à un moment donné de se vider l'esprit et juste de manipuler l'objet et de tester plein de combinaisons possibles jusqu'à ce qu'un truc se passe. Et ça, bah, c'est un processus de tâtonnement et il faut avoir. Là, la créativité, elle se trouve dans la capacité à détecter le truc qui était un peu trop différent des autres pour ne pas être intéressant. Et surtout, je pense que c'est un processus que j'appelle donc itératif, c'est il faut s'appuyer sur l'élément d'avant, enfin, sur ce qui existe déjà pour créer plus. Donc, je pense que c'est bien de connaître ce qui a déjà été fait dans le domaine et de tester des combinaisons de ces choses-là. En se disant, mais finalement, tout simplement, je vais combiner ce truc avec ce truc-là. Est-ce que je peux les combiner? Est-ce que ça va faire un truc en plus? Donc ça peut créer de la nouveauté, mais ça vous emprisonne encore dans une boîte de, ouais, mais il faut s'appuyer sur ce qui existe déjà. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de penser différemment les choses, c'est-à-dire se dire, allons dans la simplicité de ce qu'est quelque chose. Je donne toujours l'exemple du changement de couleur, mais un changement de couleur, ça n'existe pas. Si là, tu me dis, crée un changement de couleur, Cyril, je ne veux pas le faire, je ne sais pas comment on fait. Par contre, à partir du moment où j'ai compris un truc qui est très simple, on est d'accord, et trivial, qui est un changement de couleur, c'est ni plus ni moins qu'un objet, c'est pas le même objet, hein, c'est un objet qui apparaît à la même place pendant que l'autre disparaît de sa place originelle, bah, j'ai compris qu'il fallait faire apparaître un élastique et en disparaître un autre, et que ça ferait un color change. C'est con, mais du coup, je me suis dit, je sais le faire disparaître. Donc là, la seule contrainte que j'avais, c'était plus de faire un color change, c'était juste de faire apparaître un élastique au même endroit. C'est déjà une autre manière de voir le problème. Et donc, je pense qu'en fait, il faut simplifier les choses et se dire, bah voilà, quelles sont les contraintes réelles du truc. Et ben, je sais pas, quand je casse un élastique et que je le restaure, il y a plein de manières de le faire, mais à la base, posons-nous la question de un élastique, il ne sera pas vraiment cassé. Donc, quelles sont les manières, non pas de casser un élastique et de le restaurer, mais première chose, comment est-ce que je peux faire, en plaçant mes doigts n'importe comment, pour cacher une boucle de l'élastique pour donner l'impression qu'il est cassé. Et ben là, je peux tester plein de trucs avec ma main, mon coude. Regarde, je vais pas le faire, mais là, j'ai le dans la bouche. C'est nul, hein. Mais tu vois, là, il est là, on ne voit pas. Mais c'est déjà une idée, tu vois. C'est con, mais testons plein de trucs complètement fous. C'est du brainstorming. Et à un moment donné, il y a une manière de cacher le truc qui n'est pas habituel parce que tu as testé. Parce que tu es la seule personne peut-être au monde à s'être dit, je vais pas créer un élastique qui se casse et qui se restaure. Je vais trouver toutes les manières possibles de cacher un bout d'élastique derrière ma main ou derrière je sais pas quoi, derrière quelque chose, pour qu'on voit pas la partie de l'élastique. Et en fait, c'est cette manière de simplifier le truc en disant un détail, je vais l'explorer sous tous les angles que personne n'a jamais exploré, juste ce détail. Et s'il se passe rien, tant pis. S'il se passe quelque chose, j'ai le début du truc. Maintenant, il y a d'autres contraintes qui vont se greffer à ça. Comment j'arrive à arriver à ce setup-là sans que les gens le voient de tous les angles? Bon, bah, c'est autre chose, mais un problème après l'autre, quoi. Donc pour moi, c'est un processus de résolution de problèmes simples en mettant de côté les plus compliqués, peut-être de base, une sorte de brainstorming en disant, mais testons tout et on verra ensuite les petites contraintes qu'il faut éliminer. Voilà. Globalement, c'est ça mon processus. Mais sinon, il y a plein de trucs qui se passent, je te dis, où j'y pense juste pas, hein. Je me réveille la nuit, puis il y a une idée qui est là, je sais pas pourquoi.
Ou je repense à un vieux truc que j'ai vu quand j'étais gamin. Tu vois, il y a un effet que ma mère, elle me faisait. Attends, je te le montre, c'est rigolo. Avec une ficelle. Je sais que tu veux partir, Anthony, mais je te Non, montre ça moi. quand même. Regarde. Elle me faisait un truc comme ça avec une ficelle. Tu avais peut-être connu ça. Et en gros, elle met toutes les ficelles là et elle tire dessus. Et puis, brrr, c'est l'impression qu'elle traverse les doigts. En fait, j'ai repensé à ça parce que je savais pas comment ça marchait quand elle me faisait gamin. C'est pas un tour de magie, c'est un tour de ficelle, mais enfin, encore que. Et du coup, j'ai essayé de recréer le truc, et par hasard, il s'est passé ça, et j'ai ouvert un doigt, et je me suis rendu compte qu'il y avait une partie qui partait, l'autre partie, et la dernière. Et je me suis dit, mais waouh, c'est bizarre, mais ça marche bien. Et à la base, c'est juste venu d'un tour de ma mère que j'ai voulu faire parce que je savais pas comment elle faisait. J'avais pas envie de lui demander, parce que, petite question d'ego, tu vois, je viens de recadrer mon truc. Petite question d'ego, je me suis dit, je vais quand même pas demander à ma mère, alors que je fais de la magie depuis 20 ans, comment elle fait son tour de la ficelle. J'ai été obligé de lui demander, elle m'a montré, j'étais comme un dingue. Je me suis dit, mais c'est génial. Mais, euh, Mais ça a donné ce tour-là. Tu vois, une frustration d'enfant de de pas comprendre ce truc. Et donc, ouais, mais moi, c'est rare qu'en fait, ce soit l'effet qui drive le truc. C'est quand même assez rare que je me dise, il faut que je crée ça, machin. C'est comme souvent, par tâtonnement, que le mix de deux choses, mon esprit fait le lien et se dit, ah, si tu mixes ça et ça va faire un truc intéressant. Des fois, je sais pas trop quoi, mais ça le fait, quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème? Parce que souvent, ce qui revient sur les élastiques, enfin, ça dépend des tours, mais c'est le fait, je pense que c'est comme un tour de carte peut-être, mais c'est le fait de se rappeler des positions et il y a plein de tours, de fait de se Ah, rappeler les tours. Est-ce que tu as une astuce ou pas? Est-ce qu'il y en a qui ont du mal par rapport à ouais. ça? Ou est-ce que c'est du Ouais, travail? bah déjà, je vais te dire un truc. À mon avis, quand dans 40 ans, on aura tous des problèmes neurocognitifs ou autres, je sais pas, n'importe lesquels, hein, il y a un type de mémoire qui reste plus longtemps que l'autre, c'est la mémoire procédurale. C'est-à-dire que généralement, on oublie plein de trucs de son passé, mais faire ses lacets, bizarrement, on s'en souvient assez bien. Sauf si ça bug à d'autres points, mais peu importe. Et c'est pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la mémoire des élastiques, des tours d'élastique, c'est très souvent complètement différent d'un tour de carte. C'est-à-dire qu'un tour de carte, il faut se souvenir qu'il faut la mettre en bas, ensuite tu la mets en 12e, ensuite il faut pas, voilà, il faut faire le sandwich, machin. Il faut mémoriser des étapes dans le tour de carte, mais chacune de ces étapes est procédurale. C'est-à-dire qu'en fait, une levée double, si je te parle, tu vas me la faire sans réfléchir. Si tu sais faire une coupe charlier ou je sais pas quoi, ou des mélanges de cartes un peu, comment on appelle ça, Fioriture, cardistry ou autre, ouais. maintenant, fleuriture, voilà, tu vas le faire sans réfléchir. C'est-à-dire que tu pourras me parler, être en triple, voilà, même en train de conduire, limite. Bon, il faudra peut-être tenir le volant, mais tu vas le faire. Parce qu'en fait, c'est une procédure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme faire ses lacets. Ça ne demande pas de penser avec des mots, c'est juste une mémoire des gestes. Et en fait, les élastiques, c'est juste la mémoire des gestes. Et comme toute mémoire des gestes, ce qu'il faut faire pour apprendre ça, c'est pas réfléchir avec des mots, c'est arrêter de réfléchir. C'est-à-dire, en fait, c'est simplement le faire. Déjà, en réfléchissant, en mimant, pardon, une première fois, en mimant une deuxième fois, puis ensuite, le refaire, le refaire. Et puis ensuite se dire, OK, je vais essayer de le faire pendant que quelqu'un me parle. Et en fait, la répétition de ce geste, à un moment donné, fait que ton cerveau, comme une procédure, comme faire ses lacets, il va oublier comment il l'a appris, et il pourra le faire sans même réfléchir. Quand tu fais tes lacets, tu n'es pas en train de te dire qu'il faut que je le passe au-dessus, en dessous et machin. Enfin, je veux dire, enfin, j'espère, en tout cas, ce serait inquiétant. Mais tu ne te dis pas ça, juste tu le fais, tu le fais. Et ben, c'est la même chose. Plus tu fais le geste, plus ton cerveau, en fait, va retenir cette procédure, tout simplement, comme un programme. Et donc, ben, tout simplement, au début, ça demande peut-être de le verbaliser, mais très vite, en fait, il faut le faire, le faire, le faire, sans réfléchir, en fait, juste en mimant. Et puis, petit à petit, en arrêtant de mimer, c'est-à-dire juste en se mimant soi-même, ben, la procédure, en fait, et petit à petit, ça va venir sans mots, en fait, sans réfléchir. Sauf certains tours de carte élastique. Mais la plupart des tours d'élastique sont que des procédures. Moi, je réfléchis plus. Et d'ailleurs, il y a des trucs, tu vois, là, je l'ai fait devant toi parce que je le fais pas à cette vitesse, où là, j'ai fait mon setup, mais il n'y a pas un instant où j'y réfléchis. Et quand quelqu'un me dit, tu peux le faire, tu peux me l'expliquer, et ben, au moment où je parle, je m'arrête en plein milieu de la procédure, je bug complètement, parce que, en fait, j'ai coupé le programme en plein milieu, et mon cerveau a envie de le faire redémarrer dès le début. Donc, vu que je l'ai cassé, le faire redémarrer en plein milieu, il n'a pas l'habitude, il n'y arrive pas. Et si tu me demandes de le faire de la main gauche, alors que tout est juste inversé, hein, c'est juste la main gauche, des fois, je ne sais pas le faire. Parce que ça me demande de me rappeler attends, ah oui, donc il faut le passer en dessous, machin. Parce qu'en fait, la procédure, j'ai l'habitude de la faire sans verbaliser. Donc, dès que c'est inversé, pour la main, je reviens à zéro sur la main gauche non dominante, donc j'arrive pas à te le faire. Il y a plein de mes setups de la main gauche, je ne sais pas les faire. Ce qui prouve à quel point c'est pas, tu vois, un tour de carte de la main gauche, tu vas peut-être galérer, mais tu vas te souvenir de l'enchaînement. Parce que c'est le même enchaînement.
Là, enfin, ou de la main droite si t'es droitier ou gaucher, peu importe. Là, j'y arrive pas. C'est tellement une procédure que si tu l'interromps en plein milieu, j'y arrive plus. Si tu me l'as fait de la main gauche, j'y arrive plus. Et si je dois le faire en réfléchissant trop, donc pareil, hein, en mettant un peu au ralenti, pendant le tutoriel, par exemple, des fois, je bug en plein tuto parce que je fais putain, je sais plus comment on le fait. Enfin, je sais, mais je sais pas. C'est dur à verbaliser, voilà. Ouais. Donc la répétition à l'infini, et à un moment donné, tu n'as plus besoin de réfléchir et c'est hyper rapide après. Oui, donc Je peux pas te donner. comme tout, que c'est la répétition et que ce soit dans l'inconscient et pas avoir à réfléchir. Exactement, c'est vraiment implicite, ouais, tout à fait. Complètement implicite. Ouais. C'est ça, et un jour, bah, tu te rends même pas compte que tu es en train d'apprendre. C'est ça le truc, c'est ton cerveau apprend la procédure, mais et un jour tu le maîtrises bien, tu te dis, mais c'est venu petit à petit. Tu vois, comme quand tu apprends à jongler, au début, faut se dire, attends, faut lancer un peu comme ça. Et puis après, quand tu sais jongler, quoi. Tu réfléchis pas à te dire, faut. Enfin, je sais pas, le geste, il se fait, quoi. Mais ouais, c'est. Ok, alors pour terminer, est-ce que tu as quelque chose que tu veux aborder qu'on n'a pas abordé? Est-ce que tu as quelque chose à dire? C'est voilà, c'est le moment. Bah, ouais, non, mais vraiment, sincèrement, je pense qu'il y a encore trop peu de. Après, j'adore la magie des élastiques, mais je trouve qu'il y a encore peu de gens qui s'intéressent à ça. Et vraiment, c'est dommage. Les gens ont souvent peur que les élastiques pètent dans leurs mains ou je sais pas quoi. Alors déjà, il y a des tours pour ça, hein, s'ils sont cassés. Mais c'est pas le problème, c'est juste. euh, les gens ont peur de ça parce que bah, c'est assez nouveau. Alors, c'est même pas vraiment nouveau d'ailleurs, hein. Mais souvent, les setups paraissent un peu compliqués. On se dit, ouais, s'il faut que je mette ça en place devant quelqu'un, c'est un peu chaud. Et en fait, vraiment, pour faire ça depuis plusieurs années, les tours d'élastique, tu peux faire la mise en place la plus dégueulasse, la plus longue au monde. Si tu sais un minimum, mais vraiment un minimum gérer ton auditoire, bah franchement, tout passe en fait. Il suffit juste ben, si c'est un truc trop long, tu casses le rythme en plein milieu et puis tu le reprends. Donc ça, c'est une procédure cassée en deux, que tu apprends à casser en deux, mais peu importe. Mais globalement, même si les setups des fois paraissent compliqués, déjà, il y en a plein qui ne le sont pas. Et même s'ils le paraissent, en fait, c'est hyper simple de manager l'audience pour le faire en live. Donc, faut pas que les gens aient peur de ça. Et je pense sincèrement que ben, sortir des cartes, j'adore les cartes, hein, je sais que j'adore ça, des élastiques, des élastiques, sortir des cartes, sortir des pièces, sortir des choses communes, pour les gens, en fait, c'est un bon souvenir, quoi. Tu leur donnes après au poignet, ils se disent, mais il y a vraiment un miracle avec ce truc, et je l'ai en souvenir. Et au final, ça coûte pas si cher. Bon, les paquets de 300 sont pas si donnés non plus, mais, mais globalement, c'est juste un beau souvenir, c'est un beau moment, et je reste persuadé que ben, dans cet objet, il y a un truc, je te dis comme ce que j'appelle les programmes, comme c'était le cas sur les anciens automates, en fait, hein, tout marchait à base de ressorts et pas que, c'était mécanique, en fait, purement et pas électronique. Il y a une mécanique là-dedans qui permet des miracles qui, à mon avis, sont pas du tout encore explorés et qui sont déjà présents, mais que plein de gens ignorent. Donc, je trouve, pour plein de magiciens qui se cassent la tête à prendre 1000 ans à apprendre un clip shift pour changer une carte de manière sale et bruyante, bah, s'ils prenaient un tiers du temps, au lieu de faire ça, à acheter, pas les miens, hein, mais quoi que finalement, à acheter des projets d'élastique ou juste à essayer de les comprendre sans les acheter comme moi je faisais plus jeune, et ben ils se retrouvaient avec une arme en plus qui est vraiment nouvelle, originale et qui plaît aux gens. Vraiment, ça plaît pas qu'aux enfants, hein. Vraiment, les adultes adorent cet objet, c'est nouveau. Plein de gens me disent, tu me refais un tour d'élastique. C'est, voilà, je trouve, je- quand je vois l'argent qui est gaspillé à acheter des gimmicks mais pourris qui vont durer une demi-seconde, alors qu'il y a une mine d'or de trucs que personne quasiment en France ne fait, je trouve ça vraiment, vraiment attristant et dommage, quoi. Et pareil, hein, plein de gens font des cordes sur scène. L'élastique, c'est comme une mini-corde, en fait, globalement, avec une propriété que la corde n'a pas, qui permet de faire des miracles que la corde ne fera jamais. Donc tu dis, c'est comme une micro-corde qui permet de faire des trucs en plus de ouf. Les gens adorent la corde. Vous leur proposez un truc de close-up, alors que les gens adorent le close-up, qui est mieux, qui peut se faire dans la main des gens et qui a plus de propriétés. Et plein de gens, en fait, s'intéresseront jamais à ça parce que, ben, j'en sais rien, en fait. Et je trouve ça, mais vraiment dommage, mais vraiment. Donc, moi, j'encourage les gens à se dire, prenez le risque, en fait, d'explorer un tout petit peu ça. Essayez, testez des trucs, regardez comme c'est plaisant vous-même d'apprendre ces setups. Il y a un truc même plaisant dans je sais pas, apprendre cette procédure qui n'est pas toujours très simple, hein, et se dire, putain, je la maîtrise. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que certains nœuds de cordes et autres, hein, mais. Donc voilà, je trouve que ça serait bien de voir un peu plus de personnes en France qui partagent ça. Pour eux-mêmes et pour les autres. Mais aussi pour eux-mêmes. Parce que je pense qu'on
Il y a vraiment une satisfaction pour les gens que je connais qui font des élastiques à faire, j'en salive rien que de le dire, tu vois, à faire ces petits setups là, à faire ces effets de double rebond, de machin, de trucs. C'est plaisant de voir cet élastique s'animer et faire des dingueries, alors qu'en fait, toi, tu bouges plus, quoi. Tu bouges plus et le truc, il fait le truc tout seul. C'est comme, je vais te dire, dans la vie réelle, un petit programme que tu lances. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de ça en magie, en fait. Et voilà. Pour toutes ces raisons, je pense que ça serait bien que les gens osent un peu plus explorer ce milieu. Mais moi, je dis ça, je pense pas que ça changera grand-chose. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà. Ok, bon, mais merci. Juste, tu montrais des élastiques. Est-ce que tu as des élastiques à conseiller? Oui, complètement. Alors, c'est pas forcément facile de les trouver en France, encore que si maintenant ça va. Il y en a sur pas mal de sites. Euh, c'est les élastiques de Joe Rinfleisch. Donc c'est un créateur de tours d'élastique et un magicien qui a pas fait que des élastiques. Joe Rinfleisch, donc J-O-E Rinfleisch, je vais peut-être pas l'épeler. Ça s'appelle les Rainbow comme arc-en-ciel en anglais et Rubber Band comme élastique. Ou les Johns, c'est une autre marque de lui-même. Enfin, ça reste du Jorin Flash. Surtout, il faut les acheter en taille 19. Donc, tu vas sur un site de magie, tu mets Rainbow Rubber Band ou tu mets juste Joe Rubber Band, tu vas tomber dessus. Et il faut les prendre en taille 19, pas en taille 16. Taille 16, c'est un peu en dessous, qui a tendance à bien serrer au niveau des poignets. Et vu qu'il y a pas mal de setup où il faut, ben, comme je l'ai dit, hein, ces programmes, ils demandent des fois d'étirer une fois et puis une deuxième fois pour bien caler les différentes boucles du programme. C'est bien d'en avoir qui sont un peu plus longs et un peu plus extensibles. Ils sont hyper extensibles, hyper résistants, ils glissent bien, ils sont d'une belle couleur, ils durent dans le temps et ils coûtent un peu plus cher quand même que des vrais élastiques, on va pas se mentir, mais il faut ce qu'il faut, quoi. Enfin, quand tu vois que ça coûte 15 balles le paquet, que tu en as 300 et que tu vas pouvoir faire, je sais pas, 4 mois de miracle avec ça, c'est. Souvent, je te dis, en plus, les magiciens, ils me font rire parce que des fois, je leur demande, ils me disent, mais putain, c'est quand même 15-20 balles le paquet d'élastiques, c'est cher, quoi. Je me dis, mais alors pour toutes les personnes en France qui ont acheté cette année une carte avec deux bouts d'élastique invisible à 50 euros, non, c'est pas si cher, ça reste de la magie et le but, c'est un outil. Alors oui, c'est peut-être cher pour un outil, mais au-delà de ça, ben voilà, tu as plein de projets derrière qui permettent de faire des trucs de fou avec, faut l'outil avec, bon voilà, c'est pas si cher pour ce que c'est. Je dis une bêtise, mais on peut s'en servir aussi pour fermer les paquets de fromage, comme tu as dit. Tu vois, vraiment, quoi. Ju- Et tu rigoles, à chaque fois que mes élastiques sont prêts à péter, je les mets en douce dans le tiroir de la cuisine, là, et puis les paquets d'emmental, ça y va, quoi. Juste, si tu peux en parler, parce que je sais que pendant la conférence, il y a eu le sujet, par rapport aux couleurs à y Ouais. être. Ah oui. Bah, en fait, il y a plein de couleurs. Mais là, j'ai un paquet de plein de couleurs. Alors, les blancs sont pas dedans, normalement. C'est moi qui ai fait un mix. Moi, vraiment, ce que je conseille, après, ça dépend de la couleur de votre peau, hein. Euh, alors, ils en vendent, par exemple, alors, ceux-là, ça s'appelle les. Ah, j'ai oublié le nom, c'est les noirs et les blancs. Tu les as pas, toi, en tête, Anthony, Là, non. Bon, après, c'est juste la couleur, de toute façon. Ils sont un indice. Ouais, Enfin, mais il n'y a que cette couleur. ils ont. Voilà, en fait, ils existent en noir et blanc. Des paquets de noir et blanc. Ils ont un nom, et je ne vais pas revenir dessus si ça bloque là, mais peu importe. Euh, donc, si les gens préfèrent les élastiques sobres, noir et blanc, au poignet, c'est moins gênant qu'avoir ça, j'imagine, pour des gens qui sont en soirée un peu, tu vois, sobre, costume, bah, justement noir et blanc en général. Pourquoi pas? Si vous aimez pas trop la couleur, le côté ça fait trop enfantin, prenez du noir et blanc. Mais au-delà de ça, si vous aimez pas trop la couleur enfantine au poignet, moi je les porte au poignet parce que c'est pratique. Mais si tu as plein de poils, ça va peut-être un peu te les tirer, ça va être chiant. Ce que tu peux faire aussi, c'est moi j'ai un porte élastique. Euh, en fait, finalement, plusieurs cartes à jouer avec deux petites rainures là, ça permettrait de faire des portes élastiques, hein. Tu te colles trois cartes, ça te fait un porte élastique. Bon voilà. Porte élastique, c'est très bien. Moi j'en ai un en une espèce de faux cuir, mais bon, peu importe. C'est très bien aussi. Tu sors tes élastiques le jour du show, comme ça en plus ils sont tout neufs et ils vont pas péter. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir des élastiques qui, surtout pour tout ce qui est changement de couleur, qui sont vraiment différents l'un de l'autre. Donc moi, mes préférés à prendre, c'est du bleu et du jaune. Parce que ben, bleu et jaune, globalement, c'est deux couleurs que tu vas pas retrouver l'une dans l'autre. Si tu prends du vert et du bleu, tu as un peu de bleu dans le vert, finalement, entre guillemets. C'est quand même un mélange de jaune et de bleu.
Si tu prends, voilà, globalement, c'est un peu les deux seules couleurs dans ces tons-là que je trouve contrastants au maximum pour faire les meilleurs contrastes. Et finalement, ben, plus c'est contrastant, plus c'est impressionnant. Changer un stick rouge en un stick orange, même si c'est quand même un objet qui change, ben, bizarrement, c'est quand même étrangement moins impressionnant. Tu as juste l'impression qu'il a changé d'une teinte qu'un rouge qui change en un bleu. Là, il a changé d'identité, il n'a pas juste un peu rougi, quoi. Donc voilà, globalement, je dirais, si vous n'avez pas le choix, prenez les mix, c'est parfait, hein. Mais dans les mix, il y a des roses qui serviront pas parce que rose sur rose, c'est pourri. Donc si vous avez vraiment le choix, moi je vous propose de prendre deux paquets, un paquet de bleu, un paquet de jaune. Ça vous en fait 600 en tout. Vous les mixez ensemble et comme ça vous avez du bleu, du jaune. Vous êtes sur les meilleures couleurs pour moi. Donc voilà, et ma Voilà. question c'était juste pour le noir, que c'est plus Ah, je l'ai voilà, pas dit. c'est juste ça aussi, ouais. Excuse-moi, t'as raison. Oui, non, t'as une très bonne remarque. Les blancs sont vachement plus extensibles que les normaux, donc ceux de couleur. Et étrangement, les noirs sont un peu moins extensibles que les couleurs. Donc si vous prenez des blancs et des noirs, c'est vrai que c'était pas la meilleure des idées pour les noirs qui vont être un peu. En même temps, je dis ça, mais ça ira pour les changements de couleur en moyenne. C'est juste pour les trucs où il faut bien le stretch, il faudra plus prendre le blanc que le noir, parce que le noir, il va vous éclater la main. Donc voilà, savoir, ils auront Et l'info. surtout il faut prendre les couleurs en fonction de ses fringues. Et ça, je le dis pas assez, je le dis jamais d'ailleurs. Mais là, par exemple, c'est tout con, mais regarde, je porte du noir. Si je veux faire un effet en frontal, tu vois le bleu? Non, Maintenant, tu vois le jaune. le jaune, oui, ouais. Et ouais, et en fait, il faut adapter vraiment l'élastique que tu prends à la couleur de l'arrière-plan sur lequel va être l'élastique au moment du tour, quoi. Bleu sur noir, c'est pourri. Par contre, jaune sur noir, ça pète, c'est génial. Blanc sur noir aussi, évidemment. Donc, c'est bien aussi de réfléchir à qu'est-ce que la personne en face voit en termes d'arrière-plan. Et souvent, moi, j'adapte certains effets à l'arrière-plan en choisissant bien l'élastique qui est le plus contrastant avec l'arrière-plan, ben, pour qu'on le voit le plus quand il va disparaître et réapparaître ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. OK, ben merci, tu vois, on a explosé le temps que j'avais prévu. Donc si jamais Bah on ouais. fera un deuxième round plus tard. Dernière chose, si les gens veulent te suivre, comment ils font? Bah, sur Instagram, c'est le mieux, hein. Alors, je sais pas si tu pourras l'afficher, Je mettrai dans les notes. tu pourras le mettre dans les notes. Sur Instagram, donc dr-8, Cyril, c'est YRL-8, donc underscore, Thomas, dr-8, Cyril-8, Thomas. Et faut pas du tout hésiter à m'envoyer des messages si vous avez des questions, si vous voulez apprendre tel ou tel type d'effet, ou je sais pas comment commencer en magie d'élastique. Posez-moi les questions que vous voulez, moi je serais très content de vous répondre, de vous donner des sources qui ne seront pas forcément les miennes, parce que c'est que je tendance à faire des projets qui sont. Certains sont bien pour débuter quand c'est carte élastique, mais pas mal de mes projets sont déjà sur un. Où c'est peut-être bien d'avoir quelques bases avant quand même, sur certains d'entre eux. Donc moi je suis très ravi d'envoyer sur les bases qui étaient aussi les miennes peut-être avant et qui m'ont aidé à. Bah, rien que d'un point de vue psychomoteur et d'un point de vue musculaire et tendineux, à avoir les bons réflexes, quoi. Avant d'aller sur des trucs où ça fait peut-être un peu plus mal, mais ouais. Mm. Faut pas hésiter du coup. OK, merci. Bah merci à toi.